On. C'est de l'anglais. Oui. Mes chers amis, collègues, néanmoins amis, je vais essayer de faire le point sur ce colloque. Nous avons encore une longue journée devant nous. Hier, nous avons eu 3 commissions. Parce que, fin de compte, la commission américaine n'a pas vraiment pu... enfin bon, on ne peut pas l'appeler une commission à proprement parler. C'était surtout une commémoration. Nous sommes restés... Qui était là hier soir? Pas beaucoup de gens, d'ailleurs, étaient là hier soir. Il y a beaucoup de mouvements. Bon. Vous étiez là, Madame Glorieux? Et vous aussi? Oui. Je disais à Monsieur Baucher, je vous présente Alain Baucher, qui est venu quand même d'assez loin pour nous voir. La réunion d'hier soir sur astrologie et société a, bon, comme disait Madame Ariane Datis tout à l'heure, n'est-ce pas, vous disiez que ça fait apparaître une certaine forme de, pas de désarroi, mais enfin disons un diagnostic. On s'est un peu, Monsieur Cordero était là d'ailleurs. Oui, ce que je disais tout à l'heure à Jean, c'est qu'ayant réfléchi cette nuit et hier soir sur les interventions des uns et des autres, il est apparu très nettement, bien sûr, que la valeur de chacun n'est pas à remettre en cause, mais peut-être l'interrogation aux sociétés par rapport à toute la... J'ai prévu déconnecter à ce moment-là le micro-cravate et passer sur l'autre micro. Oui. Alors, si vous voulez recommencer votre intervention, parce que il faut s'habituer à ce que nous soyons obligés parfois de... Avec sa note de musique à donner, même si nous partons d'horizons différents et si nous interprétons différents selon nos personnalités, mais qu'on pouvait peut-être profiter que nous soyons tous là pour élever un petit peu, non pas le débat, mais élever, quelque part le débat, de façon à ce que tous ensemble, on trouve la façon de faire passer notre message d'une façon extrêmement crédible à tous les scientifiques, enfin à tout le monde extérieur. Voilà ce que je disais en... Ce qui me frappe, c'est, si vous voulez, par exemple, si vous demandez à un astrologue, je sais pas moi, quels sont les noms des signes zodiacaux, il vous répond du tac au tac. Si vous demandez comment on calcule un thème, il vous répond immédiatement. Il y a des choses qui sont immédiatement connues, qui sont tout de suite là. Bon, maintenant, si on pose une question et que la personne se creuse les méninges, etc., ça veut dire que déjà, la question qu'on lui pose n'est pas évidente, qu'elle ne fait pas partie de ce qu'on lui a appris. Donc, dans un groupe, c'est très intéressant. Il y a des questions qui, immédiatement, à la limite, si je vois la personne, qu'est-ce que c'est que les gens du Bélier, ou qu'est-ce que c'est que la maison 3, tout de suite, il y a une espèce de truc par cœur qui sort, voilà. Donc, à un certain niveau de technicité, il y a un discours qui est tout à fait là, qui est tout à fait élaboré. Et puis, dès qu'on demande de revenir un petit peu, de poser la question un peu au niveau philosophique, qu'est-ce que c'est que le temps pour l'astrologue, quelle est la conception de la prévision, même vous demandez à un astrologue, qu'est-ce que c'est la philosophie de la prévision en astrologie, alors là... attendez, je vais réfléchir. Donc ça montre bien qu'il y a un seuil de connaissance, de conscience, plus exactement, il y a un seuil de conscience entre ce que les gens disent facilement sur un sujet et si on change un peu le genre d'interrogation, alors là, ils ne savent plus quoi dire. C'est intéressant d'ailleurs, c'est une façon de déstabiliser, c'est une bonne méthode de déstabilisation, d'arriver à poser la question qui, quelque part, est évidente, et pourtant, la personne ne sait pas répondre. C'est évident parce que ça fait partie de sa vie professionnelle, de sa façon de travailler. Et en fin de compte, elle est tellement perdue dans le détail de telle et telle notion qu'elle n'est pas capable de donner une réponse globale. Peut-être qu'il n'y en a pas. D'ailleurs, c'était un peu comme ça que nous avions commencé avec Alain Baucher. Parce que je vous répète que... je vous présente M. Christian Gourdin, justement. J'espère qu'il va pouvoir nous apporter des lumières sur cette question des... c'est un spécialiste il a fait une thèse à l'université de Nice sur les arts divinatoires, donc une thèse qui est assez solide. Il est disciple de Robert Jolin.
notamment au niveau de la géomancie, etc. Bon, mais voilà, un type comme Robert Jolin, il a essayé de, je ne sais pas, il a essayé de, quelle a été sa démarche à Robert Jolin en tant qu'universitaire, qu'est-ce qu'un ethnologue universitaire comme Robert Jolin à Paris 7 Jussieu, qu'est-ce qu'il cherchait à faire apparaître autour de la géomancie? Les dangers, les dangers. Disons que la géomancie, c'est un art divinatoire assez peu connu. Hein. Il est apparu il y a une bonne trentaine d'années dans le grand public et il a pas mal de facettes cachées. Entre autres, on n'a pas seulement une géomancie, on a en fait 2-3 géomancies. Donc la géomancie était surtout l'outil de travail utilisé par les tribus nomades. Bon, c'est une géomancie qui est basée sur un système additif et qui présente une philosophie très démocratique, très populaire. Bon, à cette géomancie s'oppose une autre géomancie qui est la géomancie prophétique. Bon, basée sur le revers de la règle, sur la loi de multiplication, elle a des propriétés de modèle très particulières, ce qui a permis à Robert Jolin, si vous voulez, d'utiliser sa démonstration de la géomancie prophétique pour montrer les dangers du totalitarisme. Et on vit à une époque où on voit à quel point ce totalitarisme est appliqué dans le terrorisme, dans le fanatisme religieux. Donc le travail de Robert Jolin a une très grande importance parce qu'il permet, en quelque sorte, si vous voulez, de remettre un peu les axiomes de base en considération. Le principe de base étant que on a eu au siècle dernier un déchirement entre, d'un côté, l'axiome religieux qui dit c'est la conscience qui détermine l'être social, et de l'autre, l'axiome plus matérialiste emprunté par le marxisme qui dit c'est l'être social qui détermine la conscience. Donc tout le champ des sciences sociales a été un petit peu bouleversé par ces deux axiomes. Et bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect systématique des théories d'anthropologie sociale. Bon, j'ai réussi à démontrer dans ma thèse que un sociologue utilise à la base un catéchisme de base que l'on retrouve dans les grands discours, les grandes théories religieuses et dans les théories divinatoires. C'est un outil de travail, hein, c'est un outil de travail, la géomancie, qui arrive à signifier un petit peu toutes ces codifications psycho-ethno-sociologiques, et on le retrouve dans, si vous voulez, bon, je vous ferai quelques projections pour vous expliquer très rapidement. Oui, j'ai des transparents, donc très rapidement vous verrez que sur l'outil géomantique, j'arrive à y greffer tous les codes des sciences sociales. J'y mets les origines de la grande révolution abrahamique, je peux passer à l'hindouisme et je vais voir tous les arts divinatoires chinois avec beaucoup de souplesse. Donc ça permet, si vous voulez, de garder en mémoire tous ces savoirs. Donc c'est quand même un outil très appréciable qui nous permet, si vous voulez, aussi bien de codifier des savoirs psycho-ethno-sociologiques, religieux, et même dans d'autres domaines. Bon, l'astrologie venant compléter la géomancie. Je voudrais signaler que un des enjeux de cette... excusez-moi, non, je peux... Non. Oui, je vais mettre... Mission 2. Oui, nous dénoncions tout à l'heure le manque, le déficit d'explication au niveau philosophique, au niveau des principes de ces arts divinatoires. Un des inconvénients majeurs de ce déficit, c'est que ça ne permet pas de relier ces arts divinatoires à d'autres domaines. Parce que plus vous montez en abstraction, plus les passerelles avec d'autres domaines peuvent se faire. Si vous restez dans votre spécificité, dans votre ethnicité, vous êtes dans un monde fermé, clos. Où vous commencez à dire, imaginons par exemple qu'on arrive à trouver que dans le tarot, il y a une philosophie du temps qui est une philosophie qui se retrouve dans d'autres domaines, dans d'autres plans. À ce moment-là, le tarot trouve des passerelles avec d'autres domaines. Mais tant que vous n'avez pas fait cet effort d'abstraction, eh bien, en effet, quand on ne fait pas d'effort d'abstraction, quand on ne fait pas l'effort de décanter les choses, eh bien, on a des cas particuliers, on n'a que des cas particuliers. Hier, on a parlé par exemple, si
si l'astrologue... Et c'est pour ça que c'est vraiment universel, mais qu'on perçoit ces essences peut-être différemment selon les personnes, selon la culture et selon la civilisation. Donc c'est pour ça que je voulais effectivement parler de la civilisation aztèque qui voyait ces essences du tarot à leur façon. Et ce que je voulais simplement dire, c'est qu'ils sont basés, ils ont 20 signes aztèques, plus 2, qui font tourner la roue en deux sens différents. C'est-à-dire que les 20 signes aztèques, vous pouvez les placer en perspective cyclique, dans une perspective cyclique, et là, la roue qui tourne effectivement dans deux sens différents, ce sont les deux arcanes, le fou et le monde. Hein? Donc le fou, c'est effectivement le passage vers la lumière, donc un vide de soi, donc on devient fou, hein, si vous voulez, c'est le sens de... Et le monde, c'est effectivement le rayonnement dans le monde. Donc on part de la lumière et on essaye de... Donc c'est les mouvements évolutifs qui font tourner la roue en deux sens différents. Et les 20 signes aztèques, ce sont les 20 arcanes de 1 à 20 qui sont placés dans un ordre différent que celui du Moyen-Âge. Et c'est pour ça que si on rapproche les deux, le tarot qu'on connaît et l'astrologie aztèque au niveau des signes, on arrive à les placer dans un ordre cyclique. Et parce qu'il y a ordre cyclique, il y a manifestation, et on peut à ce moment-là le rattacher au zodiaque. D'accord. Alors, merci. Donc, effectivement, il y a deux problèmes différents. Excusez-moi, il y a deux problèmes différents. Il y a le problème des passerelles entre les arts divinatoires et le problème des passerelles entre les arts divinatoires et d'autres types de savoirs. Et l'enclavement, véritable enclavement, c'est pas l'enclavement à l'intérieur entre les arts divinatoires eux-mêmes, c'est les passerelles entre les arts divinatoires, le discours sous-jacent des arts divinatoires et la psychologie, et l'anthropologie, et l'histoire, etc. Parce qu'effectivement, bon, on peut s'amuser à relier bon, mais on va essayer de faire cette commission en deux parties. Une première partie sur la notion de passerelle, et une autre partie sur la notion de l'origine des symboles. L'origine du tarot, l'origine du zodiaque. Mais donc on va essayer de faire en deux parties la réunion. Simplement juste, le passerelle et symbole, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir au-delà du symbole, au-delà de l'iconographie qui est tout à fait relative et propre à la culture, pour essayer de saisir les idées forces. Donc c'est ça qu'il faut saisir, les idées forces. Une fois qu'on trouve les idées forces, on peut les appliquer différemment, on peut les représenter différemment. Alors pour vous, Olivier Perbrune, quelles sont les idées forces qui sont là en permanence, enfin, qui transparaissent dans ces différents langages divinatoires, dans différents symboles? Alors, c'est une question très vague, mais disons que si on parle par exemple précisément, il faut toujours préciser de quoi on parle. Je peux vous dire, si ça vous intéresse, les idées des signes aztèques, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et non, en mais quoi... pas de chaque signe. Non, moi je parle du système l'idée force d'un système global, c'est-à-dire d'un système qui est j'appelle la notion de déclinaison. Par exemple, vous avez le tarot, l'idée force, c'est pas de dire tel signe veut dire ceci ou telle lame veut dire cela. L'idée force, c'est de savoir quelle est l'idée qui est manifestée à travers toute une série de symboles. C'est ça qu'on a dit qu'il y avait un déficit à ce niveau-là. Oui. C'est évidemment au niveau de la signification d'un facteur particulier, là les gens sont intarissables. Mais quand on leur demande quel est l'élément qui revient, qui est récurrent à travers une série de signes ou de symboles, c'est là qu'il y a une difficulté. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a tout à l'heure, je ne sais pas quand vous étiez là, où j'ai dit, tant qu'on interroge les gens sur des cas particuliers, des significations précises, ils sont intarissables, et donc on leur demande de relier entre eux, à l'intérieur même d'un même savoir. Parce que vous parliez tout à l'heure de passerelles. Il y a trois types de passerelles. Il y a les passerelles entre tel savoir divinatoire et un autre savoir divinatoire. Il y a les passerelles entre les savoirs divinatoires et des savoirs non divinatoires. Mais même à l'intérieur d'un même savoir divinatoire, les passerelles ne sont pas évidentes. C'est-à-dire que par exemple, même si on prend le zodiaque, est-ce que tout le monde est capable de dire qu'il y a une passerelle, qu'il y a un système qui intègre complètement l'ensemble zodiacal en tant que symbolisme? Donc voyez-vous, même au niveau de la cohérence interne des systèmes, on n'est même pas encore là. Voyez-vous. Donc il y a trois passerelles.
cohérence d'un système X, cohérence d'un rapport entre un système X et un système Y, et après, passerelle entre le champ divinatoire, y compris l'astrologie, et d'autres domaines qui sont moins disons, hétérodoxes. Oui, mais ça c'est une question extrêmement générale. Je vois pas comment on peut répondre à une question aussi générale que ça. Eh ben voilà. Il vaut mieux tout simplement voir cas par cas, parce que là on sait vraiment de quoi on parle. Ah ben non, mais alors, écoutez, on n'a pas du tout la même méthode de travail. En tout cas, on n'est pas ici à ce colloque pour faire des cours sur la signification du bélier ou du taureau, ou je sais pas quoi. On a une approche qui se veut plus ou moins synthétique. Oui, mais c'est à travers ça que vous pouvez, c'est toujours par des choses bien qui sont définies, qu'on peut progresser. Oui. Parce que si on parle de la généralité, on parle de rien. Oui, d'accord. Oui. On connaît la chanson. Alors, monsieur, non, ça c'est des gens qui disent écoutez mon petit cours sur 22 arcanes et puis après on réfléchira peut-être sur la signification Non, générale. c'est pas un petit cours que je voulais donner. je parle pas de vous. Moi, je m'en fiche, moi. Hein. C'est pour le congrès que je voulais apporter quelque chose de nouveau. Moi, je m'en fiche. Non, mais quelque chose de nouveau pour le congrès, c'est pas un gadget supplémentaire. Quelque chose de nouveau pour le congrès, c'est une réflexion, c'est une façon d'aller plus loin dans la compréhension de ce que nous faisons. Ben justement, c'est que si tu me laissais parler, où il y aurait effectivement une relation par rapport au zodiaque, justement un lien, ce que tu cherches, je crois, entre diverses disciplines. Non. Mais diverses disciplines qui sont quoi? Qui sont lesquelles? Eh bien, justement, entre des disciplines qui sont en apparence contradictoires, comme le tarot et le zodiaque. Bon, parce que c'était justement l'occasion. C'était justement l'occasion de trouver des liens par rapport à ça. Ah ben, écoute, sur ce. Bon. Alors moi, Madame Lénire, vous êtes très gentille. Les rapports entre tarot et zodiaque, c'est tout à fait intéressant. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. D'ailleurs, c'était justement dans ce sens que le tarot et le zodiaque, je suis jusqu'à preuve du contraire. Là-dessus, le débat est engagé. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus sur les rapports entre tarot et zodiaque. Et d'ailleurs, je suis désolé de dire que s'il faut aller chercher l'origine du tarot dans le zodiaque aztèque, j'ai l'impression quand même que c'est pas sérieux. Il y a le zodiaque occidental qui est certainement beaucoup plus proche du tarot que le zodiaque aztèque. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. On peut commencer par un exemple très concret qui parlera à tout le monde. C'est que s'il y a un point commun, finalement, c'est le quaternaire. C'est-à-dire que si on veut rechercher une base commune, où là on peut mettre tout le monde d'accord, c'est effectivement le quaternaire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, ça va par 4. Et vous trouvez les quatre premiers majeurs du tarot, c'est la base en fait de tout le tarot, hein, les 4 premiers. Vous les retrouvez très nettement dans l'astrologie aztèque avec des signes qui ont été nommés différemment. Donc voilà un point commun sur lequel on peut travailler. Vous parlez sur le plan numérique? Ben, E4, non, mais ça doit. Écoute, alors les rapprochements. Le quaternaire. Les rapprochements de type numérique, alors là, franchement, je vous assure que si c'est uniquement rapprocher des choses qui ont le même nombre, ça va pas très loin. Hein. Excusez-moi, s'il y a des rapprochements à faire, c'est véritablement au niveau de la structure symbolique et pas uniquement au niveau du fait qu'il y en a un qui est en 4 et l'autre qui est en. Bon, c'est basé sur le 4. La structure est basée sur le 4. Ça ne nous intéresse pas la structure en 4, ça ne nous intéresse pas à la limite. Qui se règle comment? Non, vous m'empêchez de travailler correctement et ça bouleverse sur quel sujet. Non, mais écoutez, moi je n'ai pas cette conception des choses. Alors, bon, il y a des gens, moi je ne sais pas travailler. Bon, je vais essayer d'aller direct au. Si, c'est moi. Oui, c'est vous. Je vais essayer d'aller au cœur du problème. Bon, voilà. Mes travaux se sont orientés. En quelque sorte, à... Je crois qu'on voit rien, excusez-moi, on voit pas grand-chose. Non, on voit rien. On voit rien, même moi d'ici, je vois pas. Faut faire de l'année. Bon, donc j'ai réussi, grâce à mon étude structurale et systématique, à codifier tous les savoirs psycho-ethno-sociologiques sur les grilles de lecture de la géomancie. Donc la géomancie s'est avérée être un outil de travail extrêmement pratique. Elle m'a amené aussi à concevoir la géomancie prophétique, que j'ai cristallisé sur ce mandala et qui nous donne une grille de lecture en quelque sorte du fantasme des origines bibliques, la grande révolution abrahamique. Bon, j'ai pu comme ça passer aussi bien de l'Occident aux arts divinatoires chinois, j'ai pu aussi codifier sur ces mêmes grilles tout le Mahabharata et tout en quelque sorte toute la mythologie hindoue. Bon. Donc j'ai pu en quelque sorte, par rapport au colloque, disons que la philosophie de la géomancie est une philosophie très démocratique. Hein. Bon,
elle s'adapte à une mentalité populaire. Elle a été utilisée par les tribus nomades et elle a une très grande ancienneté. On a du mal à exactement la situer. Hein. L'éligibilité, puisqu'elle touche directement à une sorte d'informatique divinatoire basée sur le 0,1 ou d'autres valeurs telles que le 2 et le 3. Et elle traite directement de la théorie des ensembles. Donc elle est extrêmement, si vous voulez, utile au niveau logique. Bon, de façon un petit peu détaillée. Donc la géomancie est surtout connue au niveau de ce blason. Bon, moi je l'ai adapté à cette grille de lecture qui démarre en quelque sorte des origines bibliques et qui va jusqu'aux 12 fils de Jacob qui donneront les 12 tribus d'Israël. Bon, à partir de là, si vous voulez, j'avais fait un travail extrêmement important qui m'a permis en quelque sorte de concrétiser la géomancie prophétique et de la retrouver dans le tarot. Donc moi-même, je pratique les arts divinatoires depuis une trentaine d'années. Je les pratique d'une façon dans des salons commerciaux. Donc j'utilise toujours la tarologie et la géomancie. Ces deux pratiques, et très sommairement, j'utilise l'astrologie. Hein. Je ne suis pas un grand astrologue. Hein. J'ai quand même une vision assez superficielle de l'astrologie, surtout pour les compatibilités entre je suis tel signe, je m'entends bien avec tel signe. Et j'ai fait un mariage des deux astrologies, occidentale et chinoise. Elles sont très populaires, elles sont très connues et elles sont très demandées. Bon, donc, mais j'ai quand même fait des travaux sur l'astrologie qui m'ont amené à, si vous voulez, à concevoir l'astrologie par rapport, voilà, par rapport, si vous voulez, à cette systématique géomantique qui donne une correspondance entre les figures de géomancie, les animaux du bestiaire du zodiaque, donc les emblèmes totémiques. Donc je suis juste à cette limite de l'astrologie où je m'intéresse beaucoup à la symbolique, ce qui me permet de rentrer dans les corpus mythologiques gréco-latins, aussi bien hindous, aussi bien et rentrer dans des discours très universitaires, psycho-ethno-sociologiques. Donc là, vous avez une petite idée là. Donc ce qui est très important dans ma théorie, c'est que j'arrive à passer des bigrammes au trigramme, et par une extension de ces deux modèles qui sont très connus dans la théorie chinoise, le modèle interne du roi Wen et le modèle externe de Fouyi, j'arrive à passer à la correspondance géomantique occidentale avec le modèle externe, donc une astrologie solaire, à la correspondance avec le modèle interne par rapport à l'astrologie chinoise. Bon, je suis en ce moment en train d'élaborer des travaux, donc là je m'arrête à ce niveau-là, puisque je verrai plus tard, j'essaierai de publier quelque chose qui est assez concret. Bon, si vous voulez poser des questions, vous posez des questions au fur et à mesure que je parle, hein, de façon... Qui est connue, si vous voulez, elle nous vient des tribus nomades. Elle est surtout connue dans sa pratique. Les nomades faisaient des traits dans le sable, et à partir d'un nombre pair ou impair, ils mettaient une pierre ou deux pierres. Donc la géomancie est surtout connue à partir de ces 16 figures et de ce fameux blason. Bon, moi je mets des traits, mais on peut remplacer le pair par 2 points et l'impair par 1 point. Donc dans ce travail, si vous voulez, j'ai surtout fait un travail de synthèse et je travaille sur une géomancie qui part des bigrammes, monogrammes, bigrammes et surtout trigrammes. Et c'est surtout les trigrammes qui m'ont permis d'aller d'un savoir à un autre, de rentrer dans l'acupuncture, de pouvoir, si vous voulez, faire des synthèses et des compréhensions beaucoup plus logiques. Bon, donc je vais assez rapidement sur tous ces détails techniques parce que ça vous donne une petite idée. Donc vous voyez, c'est le modèle aussi très, très significatif, c'est cette fameuse théorie des ensembles. Et le fait, elle nous permet de travailler sur la logique du « et » et du « ou ». Donc une chose, au niveau de la logique aristotélienne, on a aussi une logique très souple. Bon, dans le discours
de tous les jours, vous êtes obligé de signifier les choses en signifiant une valeur, mais la géomancie vous présente une gamme de possibilités beaucoup plus souple. Bon, elle permet, si vous voulez, surtout de travailler sur, on parlait des passerelles, c'est les fameuses passerelles, si vous voulez, on peut travailler sur un discours psychologique, sur un discours ethnologique. Donc la grande problématique à l'heure actuelle, si vous voulez, bon, on l'a vécu avec la guerre que nous fait l'Ordre des médecins. Bon, l'Ordre des médecins a commencé à interdire l'exercice illégal de la médecine à tous les discours psychologiques. Vous n'avez pas le droit de vous occuper des clients, seuls les médecins. Bon, ça fait 3-4 ans, ça commence à se stabiliser, les psychanalystes et les psychothérapeutes se sont fait reconnaître. Bon, ils ne sont plus, si vous voulez, ils ne prêtent plus le flanc à la critique d'exercice illégal de la médecine. Mais dans le domaine de la parapsychologie, de l'astrologie, on est loin de se faire respecter. Là, donc, moi, je suis particulièrement visé parce que j'ai un procès avec l'Ordre des médecins, et là, j'arrive en cour européenne. Donc, il n'y a pas moyen de discuter en France. C'est vraiment, la justice française, elle laisse aucune chance, et on verra ce que ça va donner. Donc, vous pensez, monsieur Gourdin, vous pensez que pour régler justement ce dialogue, ce contact entre le milieu des parapsychologues et le milieu des médecins, il y a donc un problème à qui est la faute et qu'est-ce qu'il faut faire pour... Donc finalement c'est un problème de reformulation, de redéfinition. Oui, non mais on peut pas, il faut camoufler tout son discours derrière des termes. On n'a pas le droit d'utiliser le mot diagnostic, on n'a pas le droit d'utiliser le mot massage, il faut dire relaxation bioénergétique. Bon, pour faire une grosse critique, il n'y a que les médecins et les putes qui ont le droit de masser. Voilà. Entre les deux, le Reiki, le Shiatsu, tout ça, interdit. Il n'y a pas moyen de discuter. Il y a un paradoxe là qui est très amusant. Le paradoxe, c'est que d'un côté, on pourrait regretter qu'il y ait des passerelles, de l'autre côté, c'est quand on en met qu'on a des problèmes. C'est-à-dire qu'en parfois, une passerelle qui est posée là où elle n'est pas bien posée, c'est encore plus problème qu'une absence de passerelle. Par exemple, le terme bien posé, justement. Oui. Donc, voyez-vous, le terme double tranchant. Le terme ethnomédecine, par exemple, il est interdit. Bon, il ne faut pas ethno. Il n'est pas ici. On peut regretter que, effectivement, on n'établisse pas des passerelles, mais ceux qui essaient d'en établir de manière trop rapide et trop rapide, et bien finalement, ils ont autant de problèmes parce que affirmer qu'on fait partie d'un groupe alors qu'on n'en fait pas partie, qu'on n'a pas prouvé qu'on en faisait partie, c'est aussi grave que celui qui reste dans son coin. Donc là, il y a une dialectique qui est très intéressante. Parfois, il est bon de rester sur ses positions, et parfois, il est bon d'essayer de les... Et parfois, il est bon d'essayer de trouver un langage commun, mais on peut aussi vous reprocher d'utiliser le même langage que l'autre. Là, en l'occurrence, vous dites que vous soignez. Attention, ce mot soigner que vous voulez récupérer et que vous voulez créer un lien entre vous et nous, eh bien, ce mot-là, il n'est pas accepté. Et inversement, quand on parle d'un langage trop hermétique et trop ésotérique, là aussi, on va vous reprocher de ne pas pouvoir communiquer. Donc, si vous voulez, il y a Monsieur Alaïse. C'est justement ça le cœur du problème. Oui. Et justement, il faut revenir au statut lui-même de l'astrologie. Est-ce que l'astrologie, par définition, par sa nature même, n'est pas le cul entre deux choses, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'elle se situe exactement entre une méthodologie qui est scientifique d'un côté, et en même temps, elle est une sagesse, c'est-à-dire qu'elle oriente vers ce que j'ai appelé hier. C'est pour ça que j'utilise le terme paradoxal, science de l'âme, en redéfinissant l'âme hors religion. Hein. Et c'est parce qu'elle est entre guillemets, le cul entre deux gestes, c'est-à-dire qu'elle fait pont entre deux structures de pensée qui sont totalement différentes, que ce pont pose problème parce qu'on ne veut la situer, on ne veut situer les astrologues soit comme des ésotéristes ou des spiritualos, tout ce qu'on veut mystique, soit on veut les classer dans la catégorie scientifique. Et c'est ça l'erreur, l'astrologie ne peut se classer ni d'un côté ni de l'autre parce qu'elle est une discipline en elle-même qui fait pont. Et là, il faut que les astrologues puissent assumer ce positionnement-là et y réfléchir en entier, même s'ils ont une préférence pour le côté scientifique, ou même s'ils ont une préférence pour le côté mystique, suivant leur nature, je dirais, de tempérament ou de recherche,
il faut qu'il puisse assumer pour la discipline astrologique elle-même qu'elle est elle-même un pont entre ces deux. Elle est le chaînon manquant entre science et conscience. Ce fameux chaînon manquant qu'on cherche tout le temps. C'est ce chaînon manquant, c'est sa nature de chaînon manquant entre science et conscience qui en fait une discipline particulière et qui fait qu'elle est décriée d'un côté comme de l'autre. Les religieux détestent l'astrologie Oui. et les scientifiques détestent l'astrologie. Mais c'est un paradoxe parce qu'en fin de compte, on pourrait dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Parce que elle qui soi-disant est une science des ponts et des passerelles, elle est justement bien en difficulté pour établir ces passerelles. Pour moi, c'est une discipline chironienne. C'est-à-dire Chiron, si vous regardez la mythologie de Oui. Chiron, il est rejeté par tout le monde, il est abandonné par tout le monde, et en même temps, c'est celui qui enseigne, non pas simplement quelque chose de spirituel, il enseigne des techniques aussi. Donc il est à la fois technicien, comme un thérapeute, il est à la fois technicien, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas être dans l'inspiration pure, et en même temps, il est à la fois enseignant, entre guillemets, gourou, c'est-à-dire qu'il se situe ici du côté de la sagesse. Et à ce moment-là, bon, évidemment, on se fait taper le doigt par tout le monde. Voilà. Oui, il est bien évident que l'astrologie doit être différenciée de l'ensemble des autres arts divinatoires. Ça ne fonctionne pas sur le même mode puisque c'est à l'inverse. L'astrologie part d'un substrat technico-scientifique objectif qui est, enfin du moins dans le champ occidental, et c'est certainement l'avenir dominant sur la Terre, qui est la réalité du système solaire, et par extension autre chose. Tandis que l'interprétation ensuite revenant effectivement au consultant, et là on entre dans le champ humain, interprétatif et interpersonnel de l'échange, où bien sûr la composante psychique et psychomentale est capitale, on le sait bien. À la différence des arts divinatoires courants majeurs, le tarot, le yikin, la géomancie, etc., ou la Kabbale, qui nous fournissent in abstracto, entre guillemets, un enseignement hyper qualitatif et ésotérique au regard de la capacité de chacun à le lire, et avec lesquels on peut soit méditer simplement, ou soit effectivement jongler sur le mode dit virtuel divinatoire. Auquel cas, on va être créateur d'une information qui va se situer dans un espace-temps précis qui sera le moment de l'intervention. Remarque qu'on peut aussi appliquer effectivement au moment de l'érection d'un thème astrologique qui n'est pas le fait du hasard, mais il y a tout de même là une matière première avec laquelle on travaille sur le plan astrologique, ce qui est moins évidente. Les éléments, si l'on veut, fonctionnent un peu à vide au départ dans le champ dit divinatoire. Personnellement, à cet égard, il a toujours été un petit peu pas interloqué, mais par le fait de, disons, certains excès et à terme d'efficience divinatoire au sens strict, par la tendance à exagérer et donc à suralimenter les gens, les personnes de tout un tas de prévisions à l'excès prédictives. Je me suis un jour ambitionné moi-même, si je puis dire, à procréer un système sans plus, sans prétention, mais un mandala de lecture de la vie de la personne via le tarot, à partir d'une construction selon une grille de lecture avec X niveaux, et qui nous propose potentiellement en un seul tirage un organigramme de la vie humaine qui se lit à X niveaux ensuite, et dont je n'ai rien fait personnellement, ni même par publication, si ce n'est quelques stages, et eu pendant plusieurs années des échos très intéressants. Mais là, effectivement, c'est simplement sans prétention. C'est pas pour considérer qu'on va pouvoir faire une abstracto, une carte tarologique qui se superposerait ou deviendrait adjacente à la carte astrologique. Ça serait évidemment une prétention inouïe, mais simplement pour pour favoriser la canalisation chez le sujet qui cherche l'information d'une qualité, d'information dans son propre noyau, avant tout de suite de courir sur l'événement du coin de la rue, que nous connaissons tous trop bien, et assez mal, n'est-ce pas, et afin de l'aider à se recentrer, considérant qu'il ne fabriquera jamais d'information que quelque chose qui correspond au continuum espace-temps de sa conscience dans la période où il se trouve et où il fait la démarche de la recherche. Monsieur, oui, j'ai l'impression que vos deux démarches, celle de Christian Gourdin et celle de Jean Billon, c'est la solution. Ce que vous essayez de montrer, c'est en fin de compte qu'il faudrait peut-être unifier le champ divinatoire, et que c'est en l'unifiant qu'il trouvera vraiment sa cohérence. C'est ça que vous êtes en train de dire, en fin de compte, ou son efficacité. C'est une des thèses qu'on pourrait développer, c'est qu'il s'agit d'un savoir éclaté, dont les différents morceaux ne sont pas connectés, et que lorsqu'on sera connecté
le tarot, l'astrologie, la kabbale, etc. Enfin, moi, je ne dis pas que c'est ma thèse du tout, mais je résume. C'est aussi une solution, cette façon de dire, voilà, c'est une sagesse qui ne pourra prendre vraiment sa forme quand on aura reconstitué le puzzle. Et donc, vous travaillez sur une sorte de puzzle, Monsieur Gourdin. Vous remettez ensemble les parties d'un puzzle. Bon, on va essayer de... Mais effectivement, donc, voyez-vous, les stratégies abondent. Mais cela dit, pour l'instant, il y a une question qui n'a pas encore été... à laquelle il n'a pas été répondu, et qui était pourtant le thème même de la commission, c'est le mot sagesse, c'est-à-dire, effectivement, pour ne prendre que le cas de la prévision, n'est-ce pas? Quel est le modèle, de sagesse quand quelqu'un donne quand un tarologue ou un kabbaliste, je ne sais pas, fait une prévision à quelqu'un, ou du moins parle de son devenir sur passé, futur et présent, quel est le modèle qu'il utilise, c'est-à-dire quel est le modèle philosophique qui est sous-jacent? Monsieur Séguin, oui. Je voudrais faire simplement une petite réflexion. Il me semble que ce qui a été introduit aussi bien par M. Gourdin que par Olivier Berggruen tout à l'heure, à propos des passerelles, est en train de laisser sous silence actuellement une dimension qui me semble importante, c'est la dimension opératoire. On vous entend pas, on vous entend pas du tout là. Oui, alors si vous voulez, je prends la question. Oui, je crois que oui, elle va développer quelque chose, donc je crois que ça vaut peut-être la peine de faire l'effort de. Nous sommes enregistrés, donc il y a des contraintes techniques. Sur quelque chose qui semble nous avoir échappé ou être passé sous silence il y a quelques instants, c'est la dimension opératoire des arts divinatoires. Celle qu'évoquait tout à l'heure Monsieur Anaïs, on l'appelle, pardon, et qu'a l'air de vouloir développer Monsieur Gourdin en créant des diagrammes mettant en perspective les différents arts divinatoires. Je pense que la question qu'on pourrait poser actuellement, parce que M. Albraun a parlé également de la question de la Kabbale, on ne peut pas la mettre exactement sur le même plan que le tarot. Le tarot agit en tant que support. Est-ce que la Kabbale agit comme support? On se sert actuellement des lettres de la Kabbale projetées sur des parties du corps humain pour soigner certaines maladies. Donc, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans la même dimension. Et il me semble important de ne pas négliger dans les arts divinatoires le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une divination de quelque chose, c'est-à-dire d'un essai de mettre en perspective, mais également d'opérer avec quelque chose. Et ça, je pense que si on oublie cette dimension-là, on parle à côté de la plaque. Voilà. Bon, moi j'ai essayé d'être opératoire dans le sens où j'ai terminé une thèse de doctorat en sciences sociales, et je travaille directement dans des salons de voyance. Pour la bonne raison, c'est que les débouchés sont absolument catastrophiques dans les sciences sociales. Hein. Vous sortez avec un diplôme de doctorat pour trouver un poste, on a tout supprimé, on a tout contrôlé. Ça, c'est la France. Hein. Il faut dire qu'il y a vraiment une révolution à faire à ce niveau-là. Bon, néanmoins, j'ai un peu... je me suis attiré beaucoup d'ennuis aussi parce que j'ai un peu relativisé les discours des sciences sociales en démontrant qu'un discours religieux est aussi valable qu'un discours divinatoire ou qu'un discours des sciences sociales, psycho-ethno-sociologie. Bon, là, tout à l'heure, j'avais projeté justement une représentation faite par Robert Flood sur la forteresse de la santé. Bon, c'est pareil, là on est encore avec les passerelles en contradiction avec l'ordre des médecins parce qu'il n'est pas question de parler de guérison de la foi. Bon, là vous avez une représentation de guérison de la foi. Donc vous avez une représentation des 4 archanges, qui est aussi une technique sur laquelle je travaille. Bon, très fort. J'ai passé ma vie à travailler sur les religions. Je me pose pas de questions. Si vous voulez, pour moi, le discours marxiste, il est aussi religieux que le discours biblique. Hein. C'est une façon de voir, d'interpréter la réalité et de la compléter. On en revient encore à ces 2 axiomes de base qui nous amène à l'heure actuelle à nous retrouver encore en conflit avec l'ordre des médecins, les fameuses notions de corps-esprit. Bon. Donc le concept français d'esprit déborde sur la notion spirituelle. En anglais, vous avez le concept mind qui est beaucoup plus pratique pour arriver mind. Voilà. Donc on pourrait parler de mental analytique, mental réactif comme le font les sectes scientologiques, c'est justement pour arriver à ces 2 notions du cerveau rationnel et du cerveau émotionnel, qui
sont maintenant beaucoup plus abordables au niveau de la compréhension. Là, je vous envoie à la lecture du livre de Servan-Schreiber, David Servan-Schreiber, le fils, le fameux livre Guérir. Il est très intéressant, parce qu'il permet, lui, il est psychiatre, mais si vous voulez, il met à la portée du peuple une compréhension des techniques de guérison que vous pouvez appliquer un petit peu à un niveau beaucoup plus populaire. Bon, pour revenir un petit peu au cœur de ma démonstration, j'ai démontré, si vous voulez, avec la superposition de mes grilles de lecture, j'ai pu passer d'un discours divinatoire, la grille géomantique, j'ai superposé la grille du tarot pour donner la correspondance prophétique, et j'ai trouvé des correspondances entre la fameuse révolution sociale. Donc j'ai traduit, vous voyez, vous passez structure idéologique, religieuse, juridique, vous arrivez à... Là vous avez toute la théorie marxiste, type de domination, vous avez le conflit entre les capitalistes, et les patrons capitalistes et les travailleurs, traduit, si vous voulez, dans la grille de lecture de mon modèle. Bon, ça a un petit peu vexé les sociologues qui n'ont pas apprécié justement cette passerelle. Dire comment nos discours sont très élaborés, vous nous mettez au même niveau que les discours religieux ou que les discours divinatoires. Bon, ma réflexion sur le modèle de système au repos, si vous voulez, me permet de travailler comme un sociologue, un ethnologue. Pouvez-vous préciser la notion de système voilà, au repos? cette notion de système au repos, si vous voulez, me permet, parce qu'il y a une relativité dans la pratique du tarot et de la géomancie, c'est qu'on a un tirage en géomancie sur 65 000 possibles probabilités, vous voyez. Bon, mais on peut, si vous voulez, à partir du moment où vous arrivez à trouver tous les parallélismes des différents savoirs, psycho-ethnosociologie, bon, vous pouvez, si vous voulez, garder ça en mémoire et interpréter la réalité directement à partir de votre compréhension du monde. Sans faire de tirage, en fait. Voilà, sans faire de tirage. En général, je mets des tirages dans le premier temps et ensuite je continue à faire mes flashs de voyance. J'essaye de travailler un maximum en tant que voyant et en même temps psychothérapeute. Bon. Ce qui m'attire beaucoup d'ennuis avec l'ordre des médecins, parce qu'apparemment, j'ai pas le droit. Mais là, justement, Monsieur Gaucher, tout à l'heure, nous avions, avant l'entretien, une discussion à ce sujet. La théorie de Monsieur Bourdin sur le système au repos va à l'encontre de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en réalité, le tarot peut être utilisé comme un savoir en tant que tel, même si on ne fait pas de tirage. Il est déjà porteur d'un certain savoir. Il y a une réflexion. La thèse de M. Gaucher, c'est que le tarot est un langage au travers duquel vont s'exprimer, disons, des entités. Enfin, ce sont deux plans différents. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tellement de savoir si ces savoirs divinatoires servent en tant que langage, mais de savoir de quel savoir ils sont eux-mêmes porteurs. Quelle est leur signification intrinsèque et non pas le fait qu'ils puissent être utilisés pour faire passer tel et tel message du grand-parent au petit-fils. Mais chaque lame a un message intrinsèque. Chaque lame signifie quelque chose sur différents plans. Sur différents plans, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, toutes les lames ensemble, ou certaines lames ensemble, c'est un langage, c'est une écriture, tout simplement une écriture alpha-picto-numérique pour traduire ce qu'on nous dit. Je ne sais pas qui c'est. Oui, mais justement, c'est ça. Là, vous parlez de... C'est pas le système au repos, là, c'est véritablement le système en mouvement. Comme on dit, le contraire du repos, c'est le mouvement dans votre... Oui, en pratique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le système au repos, c'est par exemple le tarot, qu'est-ce qu'il veut dire en lui-même, et on peut l'utiliser même sans faire de tirage pour comprendre le monde. Et puis le système en pratique, c'est effectivement en situation, voilà, il y a des cartes qui sortent, et pourquoi ces cartes-là et pas d'autres? Absolument. On a un métalangage avec un vocabulaire, d'archétypes, et en même temps toute une grammaire qui s'adapte aux différentes pratiques. Absolument. Et vous pouvez l'appliquer directement sans tirage et interpréter les grilles de lecture si vous voulez à travers le Mais tableau. comment pouvez-vous préciser, Monsieur Bourdin, parce que je crois que c'est intéressant, cette idée, qu'est-ce que ça veut dire sans tirage? Et donnez-nous un exemple. Moi, je comprends assez bien, a priori. Vous finissez par accumuler un savoir avec ces correspondances qui vous, si vous voulez, qui vous a formé à une véritable gymnastique mentale, un tai chi, si vous voulez, mental.
Et ça vous permet, si vous voulez, de passer d'une grille de lecture à une autre avec beaucoup de souplesse. Et, par exemple, je donne un exemple plus précis, de façon à illustrer un peu ce que je vais démontrer. Alors, c'est là où je rentre sur le terrain le plus contesté actuellement, c'est que je m'intéresse aussi beaucoup à l'acupuncture. Donc, je passe en fait des conceptions de tempérament sanguin, bileux. Tout à l'heure, j'y avais trouvé des correspondances avec les fameux personnages bibliques. J'ai écrit une théologie avec mon petit-fils pour enseigner le catéchisme social. Et je peux rentrer dans les conceptions énergétiques de l'acupuncture, si vous voulez. Mettez ça sur votre cravate. Et aborder des discours qui sont de l'ordre de la psychothérapie. Mais là, on a encore avec ces histoires de passerelles, il va falloir que moi, je demande à être reconnu. Donc, je vais en quelque sorte faire une refonte de ma thèse de doctorat. Je vais la présenter en cours européenne et je vais attaquer mon employeur, l'État. Avec ces différents ministères, dont le ministère de la Santé qui m'interdit de travailler, le ministère de l'Éducation, il ne faut pas en parler, je suis chômeur à vie avec eux. Bon, le ministère de l'économie, ça va, je me débrouille avec les impôts, ils ne sont pas trop durs avec moi. Mais je crois que dans l'ensemble, il y a une bonne révolution à faire en France pour vraiment arriver à une prise de considération, si vous voulez, de certaines disciplines. Et là, on est dans le cœur du problème, à savoir, bon, si vous voulez, les psychothérapeutes se sont réunis, les psychanalystes aussi. Est-ce que les astrologues ne devraient pas former un ordre, en fait, et puis réglementer leur profession? Tout comme les arts divinatoires. Bon. Ça, c'est... Voyez-vous, les solutions viennent à tous les... Ce qui est amusant dans ce que dit Christian Gourdin, c'est que quand on met en place des passerelles, on augmente le nombre de problèmes. Parce que les gens ne veulent pas qu'on soit dans le même sac. Au fond, ils préfèrent qu'on soit dans un ghetto, même si effectivement ça ne communique pas, qu'il n'y a pas de passerelle, que de dire nous l'astrologie ou celui qui fait de la religion, c'est pareil, ou le sociologue, ils n'aiment pas ces rapprochements, c'est ce qu'on appelle de la promiscuité. Donc finalement, on est là dans une sorte de dilemme, parce que soit on reste sur ces positions et on est exclu, marginalisé, soit on essaye de s'intégrer en faisant des rapprochements et on est rejeté parce que ces rapprochements justement ne sont pas acceptés du fait que la personne qui fait ce rapprochement est mal perçue par ailleurs. Alors il y a des stratégies qui ne sont pas faciles. Vous avez voulu préciser quelque chose, monsieur Anaïs, rapprochez-vous du micro. Ça va être un moment. Monsieur. Parce que là, il y a une mauvaise occupation. Ah ouais, c'est bien. Ça marche pas. Là, il marche pas. Excusez-moi. C'est comme ça. Oui, je voulais reprendre un service de l'esprit du colloque, qui est peut-être de dire si on n'arrive pas à se faire percevoir par l'État, les médecins, les scientifiques ou même les religieux, c'est parce qu'on est hors jeu à chaque fois qu'on veut être fidèle, comme Jacques vient de le dire, qu'on veut être fidèle à notre discipline, on se retrouve perçu comme étant tordu. Hein, en gros, c'est ça. Donc on est éjecté. Pour permettre de bien se positionner, il faut positionner. J'avais parlé hier de la première dualité, j'ai été coupé sans pouvoir donner la deuxième dualité. La première dualité, c'était horizontalité, ce qui est le domaine finalement scientifique et des faits. Et la deuxième, avec la dualité, verticalité, qui est le domaine un petit peu de la transcendance et je dirais d'un principe de conscience ou d'âme. Il y a une deuxième dualité qui n'est pas du tout la même. Hein. Elle est souvent confondue, et je tiens à dire que ce n'est pas du tout la même. C'est la dualité structure-évolution. Alors j'ai cru entendre ce que disait M. Gourdin, que j'ai fait des travaux assez semblables et j'apprécie beaucoup cette démarche. Parce que, en fait, vous parlez de système fixe, c'est ça, de système stable. Grille de lecture, système fixe. Au repos. Au repos, voilà. Au repos ou mobile. Voilà. Alors je pense que ça se. Je mets à part la pratique des arts divinatoires. Voilà. Alors ça rentre dans ma deuxième dualité, dans laquelle il faut faire rentrer tous les outils astrologiques ensuite, c'est-à-dire
non seulement il faut en discuter, mais il faut que cette double dualité serve de grille de lecture pour faire rentrer tous les outils astrologiques. Moi, c'est ce que je fais. Comme ça, on sait de quoi on parle. Et cette deuxième dualité, c'est la dualité structure et évolution. C'est-à-dire structure, système stable, je sais plus comment vous avez dit, système immobile, c'est-à-dire des structures de fond sur lesquelles on semble fonctionner toutes les énergies dans le corps humain. Et puis, évolution, le principe que Jacques appelle l'humanisme, finalement, c'est que sur ces structures que Jung a appelées les archétypes, on a une créativité perpétuelle de l'être humain. C'est-à-dire l'être humain enfile des perles mentales sur ce fil des archétypes. Et si ce fil des archétypes n'est pas reconnu, ben, les perles se baladent dans tous les sens. Mais en même temps, si on s'accroche trop aux perles sans le fil, on est perdu. Et c'est ça, le principe évolutif, c'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, une nouvelle invention, c'est une perle mentale qui est enfilée sur le fil de l'archétype. Donc on a une dualité, c'est qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, une nouvelle invention, c'est une perle mentale qui est enfilée sur le fil de l'archétype. Donc on a une dualité, structure qui sont les bases, je dirais, du corps énergétique, et qui continue à définir tous les tempéraments, mais pas seulement les tempéraments individuels, mais aussi les disciplines. Toutes les disciplines qu'on a dans l'université peuvent être classées de la même manière selon des structures qui sont en fait des tempéraments, des lignes de recherche. Et de l'autre côté, on a l'aspect évolutif qui lui est dynamique et qui est un aspect, je dirais que sur ces archétypes, l'être humain projette des idées, des découvertes, des principes, et c'est ça qui fait ce qu'on appelle le progrès. Donc, on a un côté oriental avec la structure et un côté occidental avec l'évolution. L'idée de progrès du côté occidental, l'idée de structure, de mère divine qui serait parfaite et qui serait une structure qu'il nous faudrait redécouvrir, comme on parlait hier, découvrir d'un côté la structure qui est déjà préexistante, et en même temps, ça n'exclut pas, et c'est là où je rebondis sur le principe de Jacques qui essaye de définir des dualités qui du coup deviennent excluantes, ça n'exclut pas l'autre partie qui est évolutive, qui consiste à être en création perpétuelle, mais à condition de respecter l'aspect structure aussi. Donc je ne sais pas si je me suis bien comprendre, c'est un peu complexe, et c'est avec cette double dualité, verticalité, horizontalité, et de l'autre côté structure et évolution, qu'on peut en fait, je pense, positionner l'astrologie au milieu, comme étant une discipline qui est peut-être la seule à fonctionner sur ces doublés. Et à ce moment-là, on peut la redéfinir entièrement et avoir un outil qui peut se positionner. Je sais pas si c'est assez difficile à comprendre parce que c'est assez théorique, mais je pense que si on le met en pratique après, ça permet de classer tous les outils, de classer les pratiques, de voir que le débat, par exemple, entre psychologie et astrologie, est-ce que l'astrologie est une psychologie, où on n'arrive pas à positionner cette dualité, si on prend ce classement comme ça, eh bien ça fonctionne. On peut très bien dire la psychologie est une étude, par exemple, des émotions. Elle est évolutive dans le sens qu'elle se place dans une idée d'adaptation perpétuelle à chaque individu. Ce qui compte, c'est le consultant. Justement, je voudrais vous demander, par rapport à la réunion d'hier, pourquoi certains astrologues qui ont parlé insister, mais parfois de façon maladroite, pour dire qu'il ne fallait pas trop les rapprocher astrologie et psychologie. Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, enfin, quelles étaient leurs arrière-pensées Je me suis retrouvé dans le même problème, c'est pour ça que j'essaye de répondre à ça. C'est-à-dire que si on positionne le problème en disant est-ce que l'astrologie est une psychologie ou est-ce qu'elle n'en est pas une, on nie à ce moment-là cette nature de pont à l'astrologie. C'est-à-dire qu'on lui dit, on dit à l'astrologie, écoute, il faut que tu sois sur une rive ou sur une autre. Or, le principe du pont, c'est d'avoir un pied sur chaque rive. Donc on nie sa nature. Du coup, on peut... Alors, en même temps, cette réflexion est nécessaire, hein, parce que sinon, si on ne définit pas les dualités, on ne peut pas réfléchir. Enfin, j'en profite pour vous interpeller par rapport à hier soir, parce que finalement, je vais poser une question un peu idiote. C'est-à-dire, effectivement, au moment où on prétend parler de l'être humain, est-ce qu'on n'est pas ipso facto dans la psychologie? Parce qu'il faudrait distinguer vous savez qu'en français, on emploie le mot dans deux sens différents. La psychologie, c'est le savoir, mais c'est aussi le phénomène. Donc, si je parle du comportement d'un individu, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un discours sur le comportement d'un individu qui serait de l'ordre de l'astrologie et un autre discours qui serait de l'ordre de la psychologie? Ou est-ce que, par définition, dès qu'un astrologue adapte l'astrologie au réel humain, est-ce qu'il n'est pas ipso facto un psychologue? Est-ce qu'il ne devient pas psychologue du simple fait
qu'il étudie l'humain. Mais bien sûr que si, mais justement l'intérêt c'est qu'il n'est pas que ça. C'est ça, Voilà. qu'il ne dispose pas qu'il ait des grilles de lecture, des typologies psychologiques majeures, principales. Attendez, C'est les courants très divers qui existent. Non, non, mais Quand il est en consultation, l'astrologue ne fait pas le même boulot que quand il est en théorisation. Et c'est ça, c'est le grand quiproquo également. Au moment où il est en théorisation, il bosse sur l'aspect structure, que ce soit le cosmos, que ce soit... Il est en train de définir une ligne de lecture de l'univers. Quand il est en consultation, il est dans une toute autre démarche qui effectivement peut s'apparenter à la psychologie. C'est-à-dire, je m'attache le consultant, et si je lui balance ma grille de lecture sur la face, ça ne va pas beaucoup l'aider dans ses problèmes. alors, donc, Monsieur Guillon, puisque vous dites ça, alors je voudrais vous poser la question de savoir quel est le supplément, alors, quelle est la différence, parce que moi, on est resté un peu sur notre fin hier soir, quel est à votre avis, puisque vous étiez là, quel est le plus qu'apporte l'astrologie dans l'étude de l'humain, dans les modèles, dans les grilles de lecture de l'humain? Je ne parle pas tout simplement du fait de recourir aux planètes, évidemment, ça va de soi. Mais je veux dire, laissons les planètes de côté. On revient à ça. Quel est le message philosophique? Quelle est la dualité? Quelle est la lecture du monde que l'astrologue apporte? Alors, si vous nous répondez qu'il utilise des planètes, on le sait. Mais ça ne nous intéresse pas. Il est dans l'immédiat, paradoxalement. Ce qui nous intéresse, c'est, en pratique, concrètement, en quoi ce qu'il va dire, pas pourquoi il le dit, mais pour ce qu'il va dire, en quoi c'est porteur d'un enseignement qui n'est pas celui du psychologue. Ce n'est pas que ce n'est pas l'enseignement du psychologue, c'est que ça utilise le positionnement du sujet sur un mode à la fois statique, structural et dynamique dans le temps et dans l'espace, à partir de justement l'éphéméride scientifique, même si ce n'est qu'une hypothèse de travail au départ, ce dont la psychologie disposera d'une manière beaucoup plus subjective au regard de l'évaluation de la personne, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle est potentiellement apte à faire d'ici 3 jours, 15 ans dans sa vie, ou saisir ou comprendre de par son niveau actuel, etc. Donc c'est très très subjectif, même si ça demeure intéressant et si c'est un travail à faire. Nous avons une objectivation de l'expérimentation par l'astrologie, sans entrer dans des complexités au niveau de la recherche, pour moi, qui sont celles de plus tard, l'espace-temps polydimensionnel et ce genre de choses, qui appartiendra à la fin du siècle. Mais ça, c'est absolument réel, et c'est travaillable tous les jours, et c'est améliorable, et ce n'est pas du tout statique. En quoi c'est intéressant, c'est que ça bouge. En effet, l'impact énergétique d'un rayon interprété en 1900, en 1950, en 2000, n'est pas du tout le même. Ainsi, ce que disait Bernard Blanchet hier, Pluton sur le degré du Soleil maintenant, et j'attends de voir ce que ça passe, et peut-être que dans 8 mois ou 1 an, j'irai voir un coup de cidre à sa santé. Bon voilà, c'est une injection de sa part, ainsi dans le débat sur un mode un peu provocateur, mais pour dire qu'effectivement, il y a ceux qui nous chargent d'informations, mais il y a aussi nous qui sommes des chargeurs d'informations au regard de l'impact que nous avons sur un rayon qui vient nous donner de l'information. C'est ping-pong, comme je le disais hier soir, c'est pas du tout unilatéral, on n'est pas coupé de l'information. Et plus la conscience émerge, justement la dualité bien exprimée à la base, et qui est fondamentale pour moi par Christian Gourdin, plus il y a cette transmutation progressive de la matière qui devient conscience, ou qui se sait conscience et qui redécouvre la conscience en elle, à un bas niveau d'évolution. Il est bien évident que le fait social, individuel et social, définit la conscience, et il y a un moment dit de l'éveil où ça bascule, et la proportion, ou enfin la majorité, comme dit le système démocratique, bascule sur l'autre pôle. La conscience devient surdéterminante, relative du fait social et des choix que l'on va faire dans la vie. Bon, et là est toute la dynamique évolutive. Mais la part de la base dite rationnelle, entre guillemets, au regard du langage actuel, spécifique à l'astrologie, de faire une codification rigoureuse donnée par le système solaire avec une précision aujourd'hui inouïe et jamais atteinte encore, amène implacablement, sans parler des grands chiffres de la statistique de masse, des expérimentations aujourd'hui à partir de questionnements assez précis sur toutes sortes de faits de société, individuels, sociaux ou collectifs, même mondiaux. Vous êtes satisfait de la réponse de M. Billon? Moi, je pense personnellement, sans vouloir être... J'ai l'impression quand même, si vous voulez, que c'est une réponse un peu attendue, c'est-à-dire, on nous dit, voilà, oui, on fait de la psychologie, mais vous comprenez bien, on se sert de tout un cadre cosmique pour le faire, et ça change tout. Mais ça change tout au niveau d'une certaine crédibilité du point de vue... C'est vrai que par exemple, il y a des gens qui préfèrent aller voir un astrologue qu'un psychologue, parce que justement,
l'astrologue, il parle en son nom personnel, enfin quelque part où il parle à partir de la personne qu'il a en face de lui, alors que l'astrologue, il est supposé parler à partir déjà d'une structure thématique qui est déjà quelque chose de beaucoup plus structuré que la personne qui est en chair et en os, et puis il parle au nom d'un savoir cosmique qui est évidemment plus impressionnant que le simple fait qu'un psychologue parle d'un savoir empirique. Donc, mais je veux dire, en dehors de cette différence d'image de l'astrologue qui semble être dans une sorte d'objectivité cosmique, et le psychologue qui est plus dans une relation humaine avec tout ce qu'elle peut avoir de fragile, je crois qu'on n'a pas répondu à la... Donc ça c'est évident, hein. Nous ce qu'il nous faudrait c'est qu'on nous dise, moi par exemple, imaginons que moi je suis quelqu'un qui vient vous voir, moi à la limite, je vais vous, comme disait M. Blanchet, qui dit, à la limite, Blanchet disait, mais moi je ne dis même pas que je suis astrologue, alors je donne des consultations. Donc c'est bien, moi ce qui m'intéresse c'est pas de savoir que vous êtes astrologue ou pas, à la limite, c'est de savoir si ce que vous avez à me dire va m'apporter plus de choses que ce que va me dire un psychologue. C'est pas le fait que vous me disiez, oui, parce que comme le temps passe, vous savez que nous accordons un prix à la meilleure prestation à chaque commission. Donc il y a encore 2 candidats pour le prix de la commission, donc M. Cohen et M. Bochet. Donc on va les laisser parler, puisqu'il est déjà midi moins 25. Alors donc, maintenant qu'on a un peu déblayé, qu'est-ce que vous pourriez nous apporter, M. Bochet, de manière un petit peu consistante? Voilà, c'est prêt, ça fonctionne, M. Geoffroy? Voilà. Parce que M. Bochet est venu de Bretagne, d'ailleurs comme M. Bouillon, et comme M. Alaïs, d'ailleurs, je me suis dit qu'on était assez il y a comme un apport breton assez fort. Assez fort, oui, j'ai remarqué dans les noms. Des Drubiens étaient d'origine bretonne aussi. Ah oui, je ne savais pas. Il y a à Paris. Ah oui. Peut-être avec ça. Le micro-cravate, il a disparu? Il est là. Là, mais il est débranché. Oui, il est débranché. On va le brancher. Non, mais non. Vous lui dites comme vous dites comme vous voulez. Je prends le micro-cravate. Vous avez débranché parce que tout à l'heure... Oui, bien sûr. Voilà, donc maintenant on va laisser la parole Bon. aux intervenants qui se sont Moi- pas beaucoup parlé, mais j'espère que vous pourrez vous raccorder avec ce qui a été Oui. dit, même pour en prendre le contre-pied d'ailleurs. Oui. Non, je ne prendrai pas le contre-pied du tout. Je voudrais répondre à Jacques tout à l'heure sur le message du tarot. Il m'est arrivé une aventure assez extraordinaire en septembre, le 9 septembre très exactement, 1989. Je me suis posé une question. Pourquoi il y a 3 lames dans le tarot où les U sont des V et pas plus? Alors, c'était assez bizarre. Il y a la maison Dieu, 16, l'amoureux, 6, et la route fortune, 10. Bon. Et là, il y a des V. Or, la route fortune 10 et l'amoureux 6 font 16, la maison Dieu. Bien, c'est tout bête. Et à partir de là, j'ai essayé de monter le tarot avec des équivalences, 3 plus 4 égale 7, etc. Je mettais les lames. Et je suis arrivé à un truc, je vous dis, c'était le 9 septembre 1989. C'est important la date. C'est important car, arrivé là, j'ai monté un truc avec les 22 lames du tarot. Plus exactement, il m'en est resté 5 dans les mains. J'avais fait avec le reste. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est une histoire, et une histoire à venir. C'est un message fabuleux. Et j'avais découvert simplement la chute du mur de Berlin et les conséquences. Et alors Alain Madelin, entre autres, me dit c'est absurde, c'est complètement idiot, il ne peut pas y avoir de chute du mur de Berlin, ça n'existera jamais. Ça a existé. 2 mois plus tard. Et oui, 2 mois plus tard. Et
j'ai terminé avec les 5 lames qui me restaient et qui parlaient de l'hégémonie voulue, recherchée de l'islam. Et je voyais une chose, c'est que si l'islam s'étendait jusque dans... Enfin, les effets de l'islam s'étendaient jusqu'en Amérique, il va y avoir un très gros problème. Je ne vous fais pas de dessin, on l'a eu, le problème. Le 11 septembre, plusieurs années après. Et on l'a encore. Bien, ça, ce n'était pas un tirage du tout. C'était une construction logique du tarot. C'était donc vraiment un message intrinsèque au tarot et non pas un tirage du tout. Il n'y avait pas de hasard, rien du tout. C'était une construction numérale parfaite et c'était hallucinant. Et ça nous a donné le programme de ce qui s'est passé depuis novembre 1989 jusqu'à maintenant. C'était écrit dans le tarot par ce système. Et ça, c'était pour répondre à Jacques tout à l'heure qui posait la question, y a-t-il un message dans le tarot? Non, il n'y a pas un message dans le tarot, il y en a beaucoup de messages. C'en est un. Ben, j'ai pas regardé, je peux pas vous le dire, j'ai pas regardé. Oui, mais j'ai pas regardé. Bon, enfin, en tout cas, en Le répondant... tarot a été l'outil canal utilisé par la Providence à ce moment-là pour Voilà. parler absolument magique et étonnamment, enfin, scientifique vu par en haut. Exactement. Exactement. Quelqu'un d'autre, en une Oui. circonstance X ou Y différente, ça utilisera un autre outil de canalisation. Voilà. Quelqu'un qui sera réceptif à ce Voilà. type-là de message et de langage. Et alors, ce qu'il y a de très marrant, c'est que j'étais au milieu de politiciens qui m'ont viré carrément, qui m'ont dit c'est absurde, ça ne tient pas debout, ce n'est pas logique, c'est aberrant, dégage. J'ai dégagé. Vous avez eu un écho de 2 mois après? Ah non, c'était fini, moi j'ai dégagé, je suis parti. Ah non, non. Ah non, 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 pas du tout. Et puis je ne l'ai pas rappelé non plus. Ça ne m'intéresse pas. On m'a foutu dehors, on m'a foutu dehors. Je ne vais pas m'amuser à aller... J'ai eu la même expérience avec, en faisant des conférences sur Paris en 88-89, en prévoyant justement cet événement-là. Et je veux dire, sur le coup, j'ai été traité de pacifiste bélan, qui s'associe à la baisse de vigilance de l'Occident face au danger de l'URSS. Et on ne voyait pas du tout le propos hors de ce cadre-là. Même si je ne m'appuie pas du tout sur mon opinion, même si je suis peut-être pacifiste bélan dans mon opinion, j'essaye de pratiquer une science de l'âme qu'est l'astrologie. Et ce n'était pas entendu comme ça. Les gens n'arrivaient pas à comprendre que c'était une structure qui permettait de voir cela. Et là, c'est pas un tirage, c'est une structure, comme vous dites, c'est-à-dire que c'est la structure, parce on s'appuie dessus, qui tout d'un coup révèle en soi une structure préexistante qui nous fait, entre guillemets, voyant, entre guillemets, je le mets guillemets partout là, parce que au moment où on est en ordre, par rapport à un ordre qui est préexistant, on devient communicant d'un point de vue intuitif à ce moment-là, parce que l'ordre structurel qu'on est en train de lire nous met en accord avec l'ordre du cosmos qui est virtuellement dynamique, mais qui est quand même une structure de base. Et à ce moment-là, on arrive à faire fonctionner le cerveau droit, qui est pure perception, pure intuition. Ça ne veut pas dire que c'est le tarot qui m'a dit ça, ou c'est l'astrologie qui m'a dit ça, c'est la structure préexistante de ce que les hindous appellent la mère divine, c'est-à-dire les fils de lumière qui organisent tout ce qui est en dessous de la biologie, en dessous de la décréation matérielle que la science étudie. C'est préexistant. L'observateur s'il dira, là il y a phénomène parapsychique. Voilà. Probablement. Et pour finir, juste un petit détail, c'est là où on est planté en astrologie, c'est-à-dire que on s'appuie toujours sur la structure lumineuse, parce que moi j'étais scientifique, pour moi il n'y avait rien à élaborer, rien en dehors de la matière, tout est conditionnement. Si on étudie ça et qu'on veut prouver que l'astrologie est fausse, on tombe sur le fait que ça marche. Et là, on tombe sur un paradoxe, comment ça peut marcher, puisque ça s'appuie sur quelque chose, sur des influences qui ne sont pas mesurables. Et c'est là où en fait il y aurait un truc à creuser, c'est que c'est toutes les découvertes qui sont placées sous silence sur la structure énergétique
du corps humain, la structure énergétique de l'univers, que ce soit les travaux d'Étienne Guillet, que ce soit les travaux sur l'effet Kirlian. Là, il y a quelque chose sur que la science veut faire absolument l'impasse, parce que ça définirait, je veux dire, l'ordre de la matière, non pas d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue énergétique. Et là, il y a des travaux, par exemple, sur le cerveau, les neurothéologistes, ils se sont appelés eux-mêmes, c'est d'Aquilis, un bouquin sur le cerveau d'Aquilis, je ne me rappelle plus l'autre nom, je suis embêté, sur pourquoi Dieu ne disparaîtra pas. En réalité, d'un point de vue neurologique, il y a bien en même temps fonctionnement chimique dans le cerveau, ce qui fait que le cerveau fabrique des idées à partir de courants neuroniques, et en même temps, il y a des champs, alors est-ce qu'ils sont électromagnétiques, on utilise ça entre guillemets pour faire scientifique, mais est-ce que c'est vraiment ça, on n'en sait rien. En tout cas, il y a bien des champs d'ondes ou des champs fréquentiels qui se baladent non pas par des tuyaux dans le cerveau, mais par des espèces d'ondes, et qui, comme une guitare résonne à une fréquence, et le cerveau fonctionne aussi comme ça. On n'a pas trouvé de points de logement comme une bibliothèque dans le cerveau. Non, ça fonctionne par des espèces d'ondes. Et tant que la science n'admet pas ce double fonctionnement corpusculaire, ondulatoire, comme on dit en quantique, mais là, c'est pas simplement au niveau de l'atome, c'est au niveau carrément de l'être humain. Dans l'être humain, il y a aussi du corpusculaire et de l'ondulatoire. C'est-à-dire il y a bien un fonctionnement du cerveau biologique, chimique et matériel, on pourrait dire, et puis il y a une autre structure, elle, qui est énergétique, on pourrait dire. Et ça, si on ne travaille pas là-dessus, étant donné que l'astrologie s'appuie de tout son poids là-dessus, on est planté, parce qu'on ne peut pas prétendre décrire une structure qui, pour les scientifiques, n'existe pas. Enfin, ça, c'est une piste. Je pense que quand des scientifiques vont commencer à être publiés en disant « on a la preuve que », et que ça ne soit pas censuré, parce qu'il y a déjà eu des preuves sur la mémoire de l'eau qui sont ressorties il y a à peine 2-3 ans, et qui ont été rapidement censurées. Je voudrais te demander, pour un petit peu relancer la discussion, comment les gens qui sont dans le monde de la Kabbale, je sais que dans la Kabbale, on parle parfois d'ondes de forme, c'est-à-dire qu'on parle un peu de forces énergétiques qui sont liées au dessin des lettres, etc. Enfin, par rapport à tout, est-ce qu'il y a une autre stratégie que celle que vous avez entendue jusqu'à présent? Oui. Vous pouvez peut-être brancher sur votre col de chemise. Je m'en occupe pas. Parce que ça permettrait de comparer les stratégies, voir jusqu'à quel point. Disons que je suis un petit peu. Je dirais que par rapport à ce que vient de présenter. Vous n'êtes pas. Vous intégrez dans notre film. Voilà. C'est bon? Bon. Ça y est, ça peut partir. Bon, je disais que ce qui avait été présenté à l'instant, en vérité, porte un nom. Les fameux tuyaux dans lesquels les champs neuroniques ne circulent pas, en fait, ce sont des champs. Ce sont des champs. Et dans la Kabbale, on les appelle des champs énergétiques supraluminiques non euclidiens. Voilà. Donc, puisque vous êtes scientifique, moi aussi, donc le problème est réglé. Donc, c'est exactement ça. En définitive, le cerveau, selon la Kabbale, serait le substrat réel, physique, qui permettrait de voyager dans le métaphysique, ta métaphysica, ce qui vient après la physique. Donc c'est très clair de comprendre que la Kabbale n'est pas une science de réduction, bien au contraire, même qu'elle soit multimillénaire, c'est une science d'avancée, et c'est surtout non pas seulement un pont, elle peut être un pont, effectivement, mais c'est également une science qui a la particularité d'être kaléidoscopique. Les lames du tarot, selon ce que j'en pense, ont des valeurs holographiques. C'est-à-dire que chaque arcane majeur aurait la particularité, toujours selon ce que j'en pense, ce sont mes interprétations, de pouvoir voyager dans toutes les autres. C'est-à-dire que devant une lame de tarot, un être averti, non pas initié, averti, serait capable, dans l'instant présent, ici et maintenant, donc dans cette espèce de voyage passé, présent, futur, vu par l'immédiat, serait capable de se paramétrer et de se définir. Je suis en train de faire une thèse doctorale là-dessus, donc sur l'arbre de vie notamment. Donc, je pense que ce que vous avez dit est éminemment intéressant. En revanche, par rapport à ce que la dame derrière monsieur avait dit sur les lettres hébraïques mises sur le corps humain, les essais ont été faits de tout temps. Les essais les plus médiatisés aujourd'hui, c'est le livre de Giuliani. Bon, c'est loin d'être ridicule, c'est pas stupide, mais on est très loin d'être exhaustif. Et surtout, on est très réducteur.
La Kabbale, c'est pas ça, du tout. C'est pas ça du tout. La Kabbale serait, d'après ce que j'ai compris, ça fait quand même 50 ans que je navigue dedans, la science de la recherche du vrai dans le monde des apparences du faux. Voilà. Donc à partir de là, il est clair que on peut aller très loin, on peut aller très profondément en voyageant dans toutes les mantiques, en voyageant dans toutes les sciences initiatiques, en devenant un pont. La Kabbale peut devenir un pont entre certaines sciences, mais elle est avant tout une science en tant que telle et une science humaine. Mais elle a aussi des apparences et des fondements dans des sciences qui, elles, ne sont pas qu'humaines, mais exactes, comme la mathématique, comme la science précisément de la physico-chimie du cerveau, comme la biologie, et aussi comme la bioéthique, curieusement. Mais également la Kabbale s'articule sur une langue. Alors, le problème de la langue, c'est qu'elle nous renvoie à la sémantique, elle nous renvoie à l'épistémologie, c'est-à-dire l'étude des connaissances, elle nous renvoie à la sémiologie, elle nous renvoie à la symbolique. Donc la langue, c'est ce qui permet de véhiculer l'imaginaire. Il est clair que lorsque je suis en train de vous comprendre, c'est parce que vous entendez des mots que vous décryptez, vous ne les décodez pas. On ne peut pas décoder une langue, on peut la décrypter, la faire sortir du carcan d'enfermement dans lequel elle est. Et à partir de ce moment-là, évidemment, vous comprenez par un jeu mental. Là, particulièrement, on voyage dans les champs. Mais il est clair, avant tout, que c'est l'énergie de l'imaginaire qui va arriver et qui va vous permettre, vous, d'interpréter ce que je dis et vous, d'interpréter ce que je dis d'une manière différente, en fonction de son vécu, en fonction de son patrimoine éthérique, en fonction de ce que l'on a appelé son karma, en fonction d'un tas de paramètres. Donc, parler de la Kabbale en valeur astrologie pure, en tant que pont, je peux dire oui. Parler de la Kabbale en tant que science pure, je peux dire oui. C'est une appartenance humaine extrêmement prolifique et complète. Mais jamais je pourrais la réduire au simple fait de poser une lettre hébraïque sur un corps humain. Non, certainement pas. Il est clair que des gens comme Abraham Aboulafia ont essayé par la technique des tsérouf, c'est-à-dire la permutation des lettres par le jeu de la méditation vacuitaire, de trouver des voies. Mais vous savez, si ça avait vraiment fonctionné, ça se saurait. Et alors vous, Monsieur Bochet, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que l'on fasse des rapprochements entre le tarot et la Kabbale? Parce que j'ai trop de respect pour la Kabbale, tout simplement. Beaucoup trop de respect pour la Kabbale, et que la Kabbale étant un système à 27 lettres extrêmement important, il ne faut pas négliger les 5 lettres finales. C'est trop grave de les négliger. Bon, or, le tarot, on a 22 lames, mais on n'a que 21 nombres. Donc déjà, ça ne correspond pas à l'idée que la plupart des gens se font de l'alphabet hébraïque. Mais si on va plus loin, c'est pas 22, c'est 27. Alors 21 à 27, là, excusez-moi, ça marche pas. Enfin, ça en dehors de l'argument numérique. Mais c'est important, l'argument numérique. L'alphabet hébraïque est un alphabet numéral. L'alphabet du tarot est un alphabet picto-numérique aussi. Non mais écoutez, Monsieur Bochet, on peut très bien imaginer deux systèmes qui à un moment donné avaient la même origine et puis qui ont pu évoluer diversement avec des éléments qui se sont rajoutés. Ces éléments rajoutés ne doivent pas faire oublier qu'ils peuvent avoir la même origine. Et donc on peut très bien imaginer, imaginons par exemple qu'il y ait deux immeubles qui ont été construits jumeaux, et puis un beau jour on a ajouté une pièce supplémentaire à un immeuble, le parallèle reste valable. Et ça fait, oui. Parce que historiquement, à un moment donné, ils étaient identiques, après il y a pu y avoir un élément, c'est parce qu'on va rajouter quelque chose à un moment donné sur l'un et pas sur l'autre, qu'immédiatement le rapport entre les deux pans des deux immeubles disparaît. Donc il faut quand même qu'il y ait si vous voyez par exemple deux jumeaux, par exemple, il y en a un qui est habillé en rouge, l'autre qui est habillé en bleu, vous dites ah ben ils sont pas des jumeaux parce qu'ils sont pas habillés de la même façon. Il faut regarder aussi les personnages, il faut pas regarder uniquement s'il y a un truc en plus de l'un et un truc en plus chez l'autre. Donc la question que je vous pose, c'est fondamentalement en dehors de l'aspect numérique,
on pourrait d'ailleurs aussi, par exemple, dans les travaux de reconstitution, on pourrait dire qu'il y a eu un savoir corrompu, et il faut justement le restituer. Vous pourriez avoir le raisonnement inverse et dire, eh ben, peut-être que la Kabbale, peut-être que l'idée d'avoir des lettres finales est un élément, disons, secondaire dans l'alphabet hébreu, et qu'il ne faudrait peut-être pas le considérer. On peut aussi renverser le problème. En tout cas, c'est vrai qu'on peut se poser la question du nombre du tarot. C'est vrai que le tarot du Moyen-Âge a été arrangé d'une certaine façon. Hein, mais c'est vrai, rapidement, l'astrologie aztèque il arrange autrement. Hein. Donc l'aspect numérique, on peut se demander s'il est réellement fondé par rapport au tarot. Je pense que c'est un classement qui a été fait, qui correspond à des éléments cardinal fixe mutables, qui ont été regroupés comme ça. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit spécialement numérique, bien que le nombre est un archétype en soi. Hein. Oui. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si l'on étudie le rapport entre le zodiaque et le tarot, il y aurait déjà on pourrait déjà dire, ah ben non, ne faites pas de rapprochement entre le zodiaque et le tarot, parce que le zodiaque, il y a 12 signes, le tarot, il y en a 22, donc arrêtez tout de suite de chercher. Ben non, on peut tout à fait se demander s'il n'y a pas une origine zodiacale, ou si le tarot n'a pas récupéré certains éléments zodiacaux, on a quand même le droit de se poser ces questions-là, même si par ailleurs, des éléments supplémentaires ont pu se rajouter. Parce que moi, par exemple, j'ai également travaillé sur le rapport, on verra peut-être cet après-midi, le rapport entre le zodiaque et le tarot. C'est qu'on a le droit de réfléchir sur ce rapprochement. Il peut y avoir des éléments zodiacaux qui ont pu entrer dans le tarot, qui ont pu être ajoutés à d'autres éléments, et on ne peut pas simplement évacuer le rapprochement entre ces deux champs que sont le tarot et le zodiaque, sous prétexte qu'ils n'ont pas le même numéro, le même nombre. Il est possible qu'un système ait récupéré, ait des points communs avec qu'il y ait un système deux systèmes par exemple ont pu évoluer, c'est comme une langue, par exemple, regardez par exemple comparer l'anglais et l'allemand. Eh bien, ce sont des langues germaniques. L'une a été marquée par les langues latines comme le français, l'autre l'a été moins. Elles n'en sont pas moins germaniques. C'est pas parce qu'il y en a une qui par la suite, à un stade ultérieur, a pu prendre une évolution différente et a pu s'allier avec autre chose qu'on n'a pas le droit de faire ressortir le point commun. Monsieur Alaïs. Attendez, Monsieur Gourdin avait demandé la parole avant. Attendez, vous prenez le micro et puis attendez que le technicien ait fait le point. Attendez, excusez-moi, gardez votre salive pour quand ça sera. J'aime bien la géomancie parce qu'elle m'a permis de comprendre la notion de représentation pictographique, archétypale, et sa relation au nombre. Bon, donc là vous avez par exemple une représentation de ce fameux système géomantique avec sa correspondance numérale correspondant à la numérotation d'Elzenati. Donc vous voyez sur ce petit coin-là que les représentations numérales 8, 4, 7, 2 vous donnent la codification du comment, si vous voulez, une figure de géomancie correspond à un numéro. Donc j'ai trouvé un parallélisme avec le tarot. Donc ceci dit, vous pouvez, en modifiant cette logique, créer un autre ordre. Bon, le secret en quelque sorte de ce système d'Elzenati, j'ai réussi à le capter en réduisant la géomancie au niveau trigrammique. Donc on voit qu'on trouve un symbole assez connu, hein, la fameuse swastika, les 3 cercles, qui vous permettent un petit peu de travailler sur ces 3 ensembles. On va les retrouver, on sait que les 3 couleurs fondamentales engendrent les 3 couleurs secondaires. On peut y retrouver aussi avec les notes de musique toute une variété de compréhension et de conception. Hein. Donc j'aime bien aussi, si vous voulez, arriver à comprendre d'où vient le numéro par rapport à une représentation pictographique. Et je crois que la géomancie m'a beaucoup aidé dans cette optique. Hein. Je crois qu'il faut aussi tenir compte de la relation du nombre avec le symbole, l'ensemble et la logique qui joue sur la grammaire du système en entier. Donc je voulais introduire cette notion. Hein. Donc on peut créer d'autres tarots dans un autre ordre. On peut créer aussi un autre ordre dans la géomancie. Mais celui-ci est très caractéristique. Hein. Vous me demandez justement, M. Baucher, si... parce que, est-ce que les 20... Enfin, c'est une question un peu provocatrice. Mais est-ce que le tarot pourrait fonctionner si on enlevait un certain nombre de lames, un
sont absolument indispensables, ou est-ce qu'il y a un noyau? Enfin, je veux dire, c'est tout le problème, parce que dire que quand on a un système, ça veut dire que est-ce que ça veut dire que tous les facteurs de ce système sont indispensables ou interdépendants? Et quelle est la cohérence globale? Alors, je piège un peu. Quelle est la cohérence globale? À votre avis, justement, qu'est-ce qui vous permet de dire que le tarot est un système total, enfin, un système qui est complet en tant que tel? C'est-à-dire qu'on ne peut rien ajouter ni enlever, en quelque sorte. Parce qu'il a été érigé en tant que système. Il a été érigé depuis des siècles en tant que système. Hein? Ah oui, c'est ça, c'est le... Donc, je respecte la Kabbale. Également, j'ai recherché pendant très longtemps les rapports graphiques entre les dessins du tarot et les dessins des lettres de l'alphabet hébraïque. Vous arrêtez? Changement de cassette, attendez, vous allez... D'accord. Donc ça y est, vous êtes... Ça y est, bon. Le micro-cravate, je ne jamais le toucher, parce que... Je ne demande pas mieux que jamais le toucher, voilà. Voilà, parfait. Bon. Je n'ai pas trouvé dans les dessins du tarot des correspondances avec les lettres hébraïques, sauf peut-être une correspondance, c'est, paraît-il, entre l'Aleph et le dessin du battleur. Mais c'est tout. Non, mais ma question c'était... Est-ce que c'est un système qui est complet? Pour moi, je trouve que le tarot est un système complet. Il ne faut pas rester sur les 22 lames, il faut prendre les 78 lames. C'est un système remarquablement complet. Ça fait 40 ans, 44 ans, le 20 janvier prochain, que je travaille sur le tarot de Marseille, et depuis 44 ans, jamais je ne l'ai pris en défaut. C'est un système cohérent et qui marche à la perfection. Le système kabbalistique également, dans son système, c'est totalement cohérent et ça marche à la perfection. Alors justement, monsieur... Le système géomantique de M. Gourdin est absolument fabuleux. Mais je connais la géomancie depuis une cinquantaine d'années et je trouve ça... je ne me suis pas spécialisé là-dedans, mais c'est formidable. C'est un système d'une cohérence totale. Totale. Il n'est pas question de retirer les figures à la géomancie. Il n'est pas question de retirer des lettres de l'alphabet hébraïque. Il n'est pas question de retirer des lames du tarot. Il ne fonctionne plus. Alors, il y a plusieurs questions. Une remarque à faire. Monsieur Alaïs, monsieur Cohen. Oui. Oui, allez-y, alors Marc. Alors tout à l'heure, vous m'avez posé la question, Jacques, sur par rapport aux lettres hébraïques. Je ne sais plus quelle était votre question, peu importe. Si ça s'articulait sur la langue, non, il y avait une autre question. Non, c'est pas en rapport avec la langue, mais ça n'a pas d'importance. Ce que je voulais dire, c'est que dans le système du tarot, on fait souvent la confusion entre le système numérique et le système numéral. Oui. Ce sont deux mots différents, et il faut le reconnaître. Heureusement, la langue française est très riche. Oui, le problème est là. Bon, on peut dire que le tarot, toujours selon ce que j'en pense, d'après mes propres études, mais j'ai quand même un fondement traditionnel, serait un système qui aurait pour particularité, très étrange d'ailleurs, mais néanmoins démontré de tout temps, même si on ne se l'avoue pas, de catalyser des forces cosmiques. Notamment, les catalyser sur nous. En rapport à quoi? À la Terre, Gaïa. Le problème, c'est que lorsque l'on voit une lame de tarot, on ne voit pas la table. On voit la table et tout le reste. Quand on voit une lame de tarot, on ne la voit pas pour rien, à n'importe quel moment. Ce n'est pas un phénomène strictement aléatoire, même s'il est le truchement d'une improbabilité du hasard. Donc en voyant une lame de tarot, inévitablement on va catalyser des champs énergétiques, négantropiques, supraluminiques, non euclidiens, dans le cerveau, qui vont donner la possibilité à l'être que nous sommes de véhiculer par l'imaginaire un patrimoine, et inévitablement, la lame en question
qu'elle soit arcane majeur ou lame mineure, elle va devenir, cette lame, ou cet arcane, cette carte en tout cas, qui n'en est que la représentation, le support dans lequel l'être que nous sommes va s'intégrer dans le reste, cette réalité virtuelle dans laquelle on est, et ce support en question, bien que sous la forme strictement anodine d'un bout de papier dans lequel on aurait inscrit un hiéroglyphisme synthétique, en définitive, elle représente un fusible, strictement un fusible, entre un monde totalement métaphysique et l'aspect physique de notre monde matériel. Pourquoi ? Parce qu'on parle toujours des lettres hébraïques. Il y a la lettre hébraïque représentée par la langue hébraïque l'ivrite, et il y a les otiotes, la valeur métaphysique de la lettre hébraïque, la partie strictement spirituelle dont, aujourd'hui, dans la littérature contemporaine et occidentale, on n'en a que faire. C'est tout ce que j'avais à dire. D'ailleurs, je vous précise que l'astrologie, on contestait le rapport entre astrologie et Kabbale. L'astrologie onomantique au XIXe siècle, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, qu'au XIXe siècle, et même déjà à la fin du XVIIIe siècle, il y avait une astrologie qui utilisait à la fois le tarot, à la fois la Kabbale, et on faisait des thèmes onomantiques voulant dire que certains éléments étaient utilisés à partir de la date de naissance, mais pas sur le plan astronomique, mais sur le plan des chiffres, à partir du nom de la personne. Donc il y a eu un mariage, toute l'astrologie française du XIXe siècle, et qui a été après bousculée par l'astrologie scientifique, statistique, etc. Mais je veux dire, l'astrologie kabbalistico-tarotique a ses lettres de noblesse au XIXe siècle. Depuis était là, en passant par le nain, etc. On parle d'un déclin de l'astrologie au XVIIIe, XIXe siècle. En réalité, ce n'est pas un déclin, c'est une astrologie qui avait décidé de s'émanciper par rapport à l'astronomie. Parce que d'une certaine manière, l'astrologie, en se rapprochant, c'est quand même d'un système d'alliance. À un moment donné, l'astrologie a dit non, l'astronomie, elle est en train de bouger, elle bouge trop. Il y avait déjà Uranus qui était connu, ça, c'est trop instable. Allons plutôt vers le tarot et vers l'onomancie. Donc il y a eu une période comme ça de changement d'alliance où l'astrologie s'est rapprochée de ce qu'on pourrait appeler une forme d'occultisme, d'une certaine manière, et où on n'était même plus nécessaire de consulter les éphémérides. Mais où le système, comme disait M. Gourdin, l'astrologie peut fonctionner sans les éphémérides. En tant que système au repos, il s'agit d'un savoir qu'on l'articule selon la position des planètes, ou qu'on l'articule selon un autre système quel qu'il soit, ou qu'on tire au sort les signes zodiacaux, ou qu'on tire au sort les maisons. On arriverait aussi à quelque chose de l'ordre d'un thème astral, mais qui ne serait pas fondé sur les mêmes choses, mais qui utiliserait quand même, malgré tout, les catégories astrologiques. Nous sommes dans une Nancy à ce moment-là qui est codifiée différemment, effectivement. Il n'y a rien à... Il suffit de tirer si on tire les essences, effectivement, on peut les replacer autrement, avec d'autres supports. Donc on en revient toujours aux essences, aux idées, parce que si on arrive à les capter par les nombres, mais il y a plusieurs façons de capter les essences. On peut expliquer par des nombres différents. Abellio s'est essayé avec la Kabbale. Ce qu'il voulait montrer, c'est une cohérence par rapport à un tout. À ce moment-là, c'est le principe même mathématique de la chose, c'est-à-dire que les choses deviennent pleines de signification, sont tout à fait significatives, dans la mesure où elles sont cohérentes par rapport à un tout. Donc c'est effectivement cette cohérence par rapport à un tout qu'il faut trouver si on veut signifier les choses. Voilà, c'est ça que je voulais simplement dire, mais c'est l'idée d'essence essentielle qu'il faut essayer de capter. Oui. Monsieur Nocam, alors, bon, allez-y, monsieur Alaïs. Oui. Je voulais juste dire un fondement qui permet justement de travailler, parce que Oswald c'était là, tout ça, surtout le 19e siècle, a travaillé sur les correspondances de tarot-astro, mais il y a eu une volonté qui est bien compréhensible. Coller à chaque fois un élément qu'on trouve dans l'astrologie avec un élément qu'on trouve dans le tarot. Alors ça marche pendant un certain temps, puis dans les derniers qui nous manquent, il nous reste 5 en poche, on ne sait pas où les mettre, alors on les fait entrer de force, comme si on voulait enfiler des chaussures qui ne nous vont pas. Et ça ne marche pas. Moi-même, j'ai essayé pendant des années de faire ça. Je fais semblant d'être content de mon résultat, mais non, il fallait dire ça ne marche pas. Alors bon, il faut avoir l'humilité. C'est une qualité qui est difficile à trouver quand on devient chercheur astrologique parce qu'on est un peu isolé et on peut perdre l'humilité. Il faut avoir l'humilité de dire qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur le plan occulte et ésotérique qui ne fonctionnent pas.
Et jusqu'à ce qu'on trouve, enfin moi je donne le truc pour tout le monde parce que je pense que c'est ce que pratique M. Gourdin comme ça, il faut revenir à la vision centrale, c'est-à-dire qu'en fait, ne pas s'embarquer trop dans les nombres parce que c'est secondaire. La première vision centrale, c'est que l'être humain est un soleil et que ce qu'on appelle les archétypes, c'est ses rayons. Vous voyez, c'est le principe qu'on trouve chez la roue de médecine, chez les Sioux par exemple comme ça, eux ils mettent 4 rayons, on peut en mettre 12, on peut en mettre 22, ce sont des rayons. Et il est nécessaire pour alors chaque rayon a une signification différente. Si vous partez vers le nord, il fait plus froid. Si vous allez vers le sud, il fait plus chaud. Donc, à partir du moment où vous allez sur un rayon à partir du centre vers la périphérie, vous quittez la totalité, évidemment, mais vous rentrez dans la définition plus fine. Et c'est là que toutes les disciplines, je dirais, d'ordre comme ça ésotérique, ont pratiqué comme ça. Il y a eu une vision originelle, qui est la vision d'être au centre, d'être pur soleil, et de voir que tout l'univers est contenu en moi, qui n'est plus à ce moment-là le moi, qui est Dieu, le cosmos, ce que vous voulez, hein, on ne va pas se battre avec les mots, mais enfin une conscience cosmique totale. Et à partir du moment là, on peut voir qu'on peut définir une grille de lecture universelle en prenant le nombre qu'on veut. C'est-à-dire que le tarot, c'est une division du cercle à partir du centre en 22 parties. Et à ce moment-là, on peut remplir ces 22 parties avec des éléments puisés historiquement dans le symbolisme. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on est plutôt du côté du Soleil et de Mars, c'est-à-dire sur la partie sud-est, eh bien, on va, dans cette partie sud-est, on est dans le feu, et donc on va prendre Soleil et Mars d'un côté, mais si on est dans un cadre tarologique, on va placer par exemple la 7, le chariot, des choses comme ça, parce que et là on va rajouter des éléments astrologiques. Par exemple, dans le chariot, beaucoup d'occultistes ne savent pas si c'est Mars ou si c'est le Soleil. C'est le char du Soleil, évidemment, c'est Apollon, le char du Soleil. Mais non, pas du tout, c'est un guerrier, donc c'est Mars. Mais les deux sont vrais. Et en fait, tout est bâtard à chaque fois. Il suffit de se rappeler que c'est un archétype, c'est-à-dire un rayon qui amène au centre. Et c'est comme ça qu'on peut éviter des erreurs qui ont été faites par les ésotéristes. Par exemple, en tarot, on fait ce qu'on appelle l'addition théosophique au centre. Hein. On prend les 4 cartes et on les additionne. Et on réduit en base 10. C'est stupide. Vous êtes en base 22, c'est-à-dire que vous avez 22 rayons. Vous ne pouvez pas réduire en base 10, qui sont la base des 10 doigts de la main, qui a été la base numérique universelle. Et donc, quand vous faites l'addition théosophique, vous faites, mettons l'empereur, plus le fou, plus 4, plus 11, plus... Vous faites l'addition, vous tombez sur 23. Ça ne fait pas 2 plus 3 égale 5. Ça fait 22 plus 1. C'est-à-dire c'est le battleur qu'il faut mettre au centre. Et si on se réfère à cette vision d'origine sur laquelle ont été structurées ces connaissances-là, à ce moment-là, il y a certaines erreurs qu'on ne fait plus, et ça évite de partir dans les décors et de ne plus être crédible après, parce que dès qu'on sort de la base qu'on a, on se trompe sur 20% de ce qu'on dit. Ça suffit à ne plus être crédible. Alors que si on reste sur sa base de départ, base 22 pour le tarot, base 12 pour le zodiaque par exemple, eh bien à ce moment-là, chaque case étant bien délimitée, on va éviter de confondre synthèse et Macédoine. Oui. Monsieur, on va attendre le changement. On peut passer à Monsieur Nokam, quand vous nous dites quand c'est possible. Ici. Il est là. Il est en face de vous. Devant vous. Excusez-moi, vous étiez là. C'est vrai, il a changé de place. C'est des conservateurs. Voilà. Là, si on pouvait éteindre ça, parce que oui, merci. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, donc on renonce au cristal, et on passe au maintenant. Alors, Monsieur Nokam, vous êtes prêt? Oui, merci. Simplement, donc, je voulais me brancher sur une remarque de M. Albron, là, quand il a dit qu'il y avait une astrologie qui pouvait s'utiliser sans éphémérides. J'espère que, enfin, comme je suis arrivé en retard, peut-être n'en avez-vous pas entendu parler avant que j'arrive. Je voulais simplement faire la remarque que cette astrologie existait. Il s'agit d'une astrologie qui se relie aussi au tarot. C'est ce qu'on a appelé l'astrologie ésotérique, c'était celle des Rose-Croix. Et cette astrologie, donc, partait, je ne vais pas la définir, j'ai rien préparé, c'est assez ancien comme étude, cette astrologie partait de cercles, il y avait un cercle de Saturne, il y avait un cercle de Jupiter, il y en avait 7 cercles, là, les 7 planètes classiques, et dans ces cercles, il y avait des listes de degrés
où l'on retrouvait absolument toutes les cartes du tarot. À partir de ces emplacements, un consultant se retrouvait donc soit devoir être étudié en fonction du cercle de Saturne, soit en fonction du cercle de Jupiter, etc. Et ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'on ne cherchait pas à savoir où étaient les planètes. Ces cercles de Saturne et de Jupiter n'avaient rien à voir avec les planètes mobiles donc du ciel, mais l'ensemble de cette astrologie rosicrucienne est un système fermé. Puisqu'on parlait aussi de structure d'astrologie, ça peut être intéressant donc de signaler cette existence. Un système fermé où les possibilités étaient très faibles d'ailleurs. Je les avais calculées, c'est quelques milliers de possibilités. Cela veut dire que soit au point de vue, voyance, soit au point de vue définition d'un profil, il n'y avait peut-être que quelques milliers de types humains. Je me trompe sûrement. Ça avait sûrement une autre application. Et donc voilà pour cette astrologie, donc sans planète mobile, sans planète du système solaire, qui est proprement occidental, donc, c'était les Rosicruciens qui l'utilisaient. Nous avons l'équivalent en Asie avec la véritable astrologie chinoise. La véritable astrologie chinoise n'a rien à voir avec les 12 signes qu'on vous vend là dans les rayons que l'on voit d'ici. Hein. C'est une astrologie systémique aussi, donc qui correspond, je crois me souvenir qu'il y a 108 planètes, entre guillemets. Voilà. Première, deuxième, troisième catégorie. Voilà. Et donc il y a tout un système. Pour vous me raccrocher aussi à ce que vous disiez, dans l'astrologie rosicrucienne, on utilise aussi la numérologie au niveau du nom de l'individu, de son prénom ou même de son titre, quand il était roi, prince ou ceci. Donc voilà, c'est toute une simple petite parenthèse que je voulais faire. Oui, je voudrais que nous orientions un peu à présent le débat sur une question, si vous voulez, qui me paraît assez intéressante, c'est le problème de la corruption du savoir. C'est-à-dire que c'est l'hypothèse de la corruption. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que les savoirs qui sont traditionnels et qui parfois sont prétendus révélés, ou en tout cas qui ont été établis à un certain moment, sont restés intacts? Vous vous souvenez, hier, lors de la commission sur Nostradamus, que M. Lenoble a proposé une relecture d'un quatrain où on parlait des 2 révoltes de Saturne ou du falcifère, voilà, et il disait que dans d'autres textes, c'était visiblement 10 et non pas 2 qu'il fallait lire, voyez-vous, parce qu'en fin de compte, ce sont les 10 révolutions de Saturne qui quand on revient aux sources de... C'est pour ça qu'il est quand même important, enfin, la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est important de s'assurer que, notamment, ces savoirs ont gardé leur cohérence, ou qu'au contraire, ils ont dérapé ou ils ont dérivé. Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important? Dans la conversation, on a l'impression que ce point a été négligé. À la limite, peut-être que ça n'a pas d'importance. Après tout, c'est peut-être l'exégèse, le commentaire qui est important et qu'au fond, alors là, si vous voulez, ce que je voudrais, c'est orienter la discussion sur l'exégèse. C'est-à-dire que le poids du commentaire qui va relativiser finalement la cohérence du système utilisé. Hein, on a parfois des systèmes qui sont très incohérents ou qui sont très discutables en eux-mêmes, mais qui ont généré un commentaire qui lui-même est extrêmement intéressant. Et donc là, ça montre que parfois la cohérence, elle vient en aval et pas en amont. Mais inversement, on pourrait dire que parfois, il est peut-être intéressant de réformer un système et de lui restituer sa cohérence d'origine. Donc il y a 2 stratégies, celle de revenir à un état plus cohérent du système. Moi, je me souviens que j'avais fait une étude il y a longtemps en me demandant si l'alphabet hébreu a été toujours resté dans le même ordre des lettres, par exemple. Et donc, par conséquent, parce que si on compare, par exemple, l'alphabet hébreu et le Sefer Yetzira, on a l'impression que l'ordre de l'alphabet hébreu ne correspond pas exactement au Sefer Yetzira, qui est censé être un commentaire de cet alphabet hébreu. Donc c'est quand même étrange qu'un commentaire d'un document... Voilà, je veux dire, ça montre bien qu'on peut parfois s'interroger. Et la question que je pose, c'est est-ce que c'est important de dire, voilà, on va corriger le système,
et ça marchera mieux, ou bien finalement ce qui est important c'est ce qu'on fait du système, quelle que soit sa valeur intrinsèque, ou quelle que soit sa cohérence ou pas sa cohérence. La cohérence, est-ce qu'elle vient de l'interprète, ou est-ce qu'elle vient du système lui-même? Moi, je voudrais répondre sur la partie. Alors préparez-vous à répondre à cette question, on fait une table ronde là-dessus. À quel niveau la cohérence est-elle constituée? Au niveau de l'interprétation ou au niveau de la restructuration ou éventuellement ou de la restitution du système dans son état pur? En ce qui concerne la valeur hébraïque, la langue hébraïque n'est pas une langue de communication. On peut communiquer avec la forme, pas avec le fond. C'est une langue de fond. Pour comprendre comment fonctionne la valeur de la lettre hébraïque, il faudrait remonter à l'exégèse, effectivement, en n'employant pas le Sefer Yetzira pour une raison simple, c'est que le but principiel du Sefer Yetzira, c'est l'étude de l'arbre de vie par le support des séphirotes, c'est-à-dire des conglomérats énergétiques. Ce qui est totalement différent. Il y a quand même un commentaire des lettres. Il y a un commentaire avec des lettres, mais dans tous les bouquins sérieux de l'exégèse hébraïque, vous aurez de l'hébreu, et vous aurez des commentateurs sur les commentaires. Donc automatiquement, on va tourner en rond à ce niveau-là. Donc c'est pas le but du Sefer Yetzira. On a dit beaucoup de bêtises sur le Sefer Yetzira. On a écrit, il y a plein de livres là-bas, beaucoup d'idioties sur le Sefer Yetzira. Pour comprendre ce qu'est le Sefer Yetzira, il faut déjà lire dans le brut, dans l'hébreu. Donc si on ne lit pas en hébreu, on ne peut pas le comprendre. Tout essai d'interprétation va s'avouer inévitablement être un système d'interprétation. Il n'y a pas de traduction de l'hébreu. On ne peut pas traduire, voilà, je vais être clair, on ne peut pas traduire en français l'hébreu. On ne peut que l'interpréter. Il y a des interprétations géniales, mais ce n'est que de l'interprétation. Voilà, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'en parlant hébreu, on énergétise sa vie, tout simplement. Je ne suis pas convaincu qu'avec le français, on en fasse autant. Ça, c'est la première des remarques que je voulais faire. La deuxième, c'est que dans quel paradigme on se situe? La valeur humaine, c'est une valeur paradigmale. Tout à l'heure, quand vous parliez, je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt parce que je trouve que vous êtes quelqu'un de très intéressant dans ce que vous dites. Hein? Et en plus, vous vous exprimez très bien. Vous allez peut-être avoir la médaille, qui sait. J'aimerais bien, oui, il est bien. Mais tout le monde est bien dans cette histoire. Chacun a son... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il a un grand mérite. Parce que c'est pas toujours facile de s'exprimer comme il s'est exprimé sur les sujets en question quand on est comme lui. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Peu importe. Ce que moi je sais de vous, je ne le sais que par le tarot. Comment? Parce que j'ai une lame devant moi. Hein, évidemment. Le problème, il est là. Vous pensez bien que tout ce que je dis, d'ailleurs, il faut savoir que je pense. C'est l'ermite, c'est quoi la lame? Je pense en hébreu. Je parle en français, mais c'est pas ma langue maternelle. Je pense en hébreu. Donc automatiquement, je pense avec de l'énergie. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de génial. On part par le centre et on va vers la périphérie. Tout ce que vous voyez autour de vous, ce n'est que de la périphérie du monde. Donc en définitive, quand on regarde si une science initiatique, si une science fondamentalement d'abord humaine avant d'être exacte, va bouger, va muter au travers le temps, je vais vous dire que si ça correspond à une valeur principielle, non. Si ça correspond à une valeur d'adaptation, je vais vous dire oui. Regardez la Kabbale. La Kabbale, elle est intègre. Elle n'a jamais bougé. Pourtant, aujourd'hui, elle n'est pas présentée de façon intégrale. Il y a intègre et il y a intégral. Deux notions différentes. Vous comprenez? Alors, c'est pas parce qu'on a épuré, élagué, adapté quelque chose que dans la périphérie, que le centre, lui, n'est pas le même. Le centre est censé contenir le tout. C'est bien ce que vous avez dit. Et je pense que c'est vrai. À partir de ce moment-là, même si on dit un seul mot sur la Kabbale, si ce mot représente réellement dans l'être le fondement de tout, alors c'est juste, parce que c'est intègre. Donc je pense que la Kabbale, en tant qu'exégèse ésotérique de la Torah, donc de la Bible Pentateuque, eh bien je pense qu'elle n'a jamais muté. Je pense qu'elle est toujours restée dans sa valeur d'intégrité, et ceux qui l'ont usité à bon escient sont restés dans la valeur de probité. Oui, d'accord. Enfin, je reprécise ma question. Est-ce que l'étude de la genèse, de la formation de ces différents savoirs est importante ou pas? Oui.
Oui. Est-ce que ça peut avoir des... Est-ce que c'est un enjeu? Alors, la réponse à cette question, enfin, à mon avis, c'est oui et non. Il y a oui dans le sens que si on n'a pas une certaine culture de l'ésotérisme, si on ne s'intéresse pas à ce que les précédents ont fait, on tombe dans un péché d'orgueil, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire se croire inspiré parce que tout d'un coup on a eu un flash sur une lame de tarot, sur un thème, et se dire ça y est, je me lance astrologue. C'est le grand danger actuellement avec le New Age. Il y a beaucoup de gens qui se lancent trop vite sans avoir... c'est-à-dire moi je dis, bon, si vous voulez faire un bon astrologue, il faut faire 7 ans d'études. Si je dis ça, j'ai plus de clients, alors je le dis pas, je mens. mais en réalité, c'est un minimum 7 ans. Hein, bon, donc c'est toute une vie en réalité. Bon, donc l'étude implique de voir ce qu'ont dit les précédents. Alors, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, il y a un bémol quand même. C'est-à-dire que qui est habilité à voir clairement toutes ces structures? Du point de vue humain, peut-être personne. Peut-être seulement Dieu peut voir Dieu. Alors, pour parler autrement, parce que ça c'est un langage religieux, c'est-à-dire en nous-mêmes, qui est apte à percevoir ces structures. Et c'est là où on est obligé, si on est un chercheur, de ne pas se contenter d'érudition mentale et de recherche de classification des auteurs précédents, mais de pouvoir, par un moyen ou par un autre, je laisse chacun libre de sa religion, de ses techniques, de ses yogas, etc., ou de ses souffles, de se repositionner au centre, c'est-à-dire d'être capable d'avoir ce qu'on appelait autrefois la méditation occulte, c'est pas trop le mot, mais enfin bon, pourquoi pas de se repositionner dans un centre dans lequel on laisse se régénérer ses énergies de manière à prendre une distance entre l'être conditionné, que tout le monde est, hein, même avec tous les efforts qu'on peut faire, je suis né quelque part, j'ai un nom, un prénom, je suis conditionné. Et sortir de ce conditionnement indique un travail sur soi. On ne peut pas le faire uniquement en discutant ou en maniant des idées. Il y a un travail qui est d'ordre, non pas, je dirais, idéal ou idéologique ou verbal, il se passe plus au niveau énergétique, c'est-à-dire prendre un recul pour retrouver la dimension énergétique ou de l'âme, rayez la mention utile, prenez ce que vous voulez, les mots peuvent encombrer à ce niveau-là. Et donc, une fois qu'on reprend cette dimension-là, on se retrouve au centre. Et là, on peut récupérer, alors moi, voilà comment je pratique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux... Si on reprend l'horizontalité et la verticalité, la dimension horizontale, c'est la roue de médecine, c'est-à-dire c'est les 4 horizons dont parlent les chamans Sioux, c'est le zodiaque si on veut, c'est-à-dire une orientation sud-nord, est-ouest, hein, les maisons par exemple. Et le principe est de se situer au centre du mandala pour pouvoir bien définir les oppositions. Jung disait tout le temps, la manière d'étudier les mandalas, c'est de se placer au centre. Si au centre, vous sentez une opposition, comme masculin, féminin, si vous mettez masculin, puis en face, vous mettez bleu, il y a quelque chose qui ne colle pas. En face de masculin, il y a féminin. Donc, et ça peut... Alors ça, c'est des mots, mais ça peut se sentir. C'est-à-dire, on peut classer toutes les planètes comme ça. Et c'est très important de le faire, de placer les planètes, pas simplement dans le zodiaque. Ça, c'est le mandala du thème astral. Il y a un autre mandala qui est essentiel, bon, qu'on trouve dans le bouquin de Jean Billon, l'univers des astéroïdes, un essai. C'est-à-dire, c'est classer toutes les planètes sur le plan Est-Ouest, Sud-Nord. Et c'est ça que j'appelle la roue de médecine. Et c'est à partir de cette roue de médecine-là, qui n'est pas le zodiaque, qu'on peut après sauter sur d'autres roues de médecine qui sont le tarot, qui sont... enfin, etc. quoi. Et alors, il y a un autre... Dans la verticalité, il y a un autre mandala qui n'est pas un mandala, qui est l'arbre. Alors, que ce soit arbre des séphirotes ou arbre des chakras ou quelque chose, il y a un principe d'arbre qui est... Alors, lui, qui parle sur un plan vibratoire, qui sont des séquences vibratoires. Et donc, on n'est pas dans le même ordre d'idées, on n'est pas dans une répartition horizontale avec des horizons différents et puis des séquences aussi petites ou aussi grandes qu'on le veut, soit en divisant en 4, soit en divisant en 12, soit en divisant en 22, hein, ou en 10 pour la numérologie. Mais il y a un autre principe qui est la verticalité, et ça a souvent été confondu, ce qui fait qu'après on mélange tout. On prend des principes, c'est comme les couleurs, hein. Si vous prenez les couleurs, vous avez 3 couleurs primaires, mais vous pouvez en mettre 7, comme on le dit souvent, l'arc-en-ciel est 7 couleurs. Autrefois, les gens croyaient qu'il y en avait que 3 couleurs. Ça dépend de votre vision.